Aux endroits des nombreuses coupures infligées par son adversaire, des zones d'infection étaient visibles. Le colossal 8100e niveau a également augmenté les effets du poison, provoquant un engourdissement des membres et la mort des tissus. Mais soudain, il a réactivé sa capacité d'éveil infini, et les effets des poisons ne l'ont plus affecté. C'était le moment idéal pour lancer son attaque. Soudain, les portes de l'enfer sont apparues dans le ciel. De ces portes ont rampé des multitudes de créatures appelées Wazawai. Avec une rapidité stupéfiante, ils ont piétiné l'humanité. Il semblait que c'était le début de la fin. Cependant, l'humanité a continué à résister. Pendant l'invasion, chaque humain a gagné son propre niveau et de nouvelles compétences qui leur ont donné la capacité de se battre sur un pied d'égalité avec les Wazawai. Le monde a survécu, et maintenant la valeur de chaque personne était déterminée en fonction de son niveau et de ses compétences. Parmi tous les possesseurs des nouvelles compétences, il y avait 10 plus forts, surnommés les Numbers. C'étaient des héros qui avaient sauvé l'humanité plus d'une fois et espéraient pour le monde entier dans la nouvelle réalité. Le garçon leva les yeux vers un immeuble de grande hauteur avec une photo de l'équipe Number. Il rêvait qu'un jour il se tiendrait aux côtés de ses héros. Cependant, pour le moment, son souhait n'était rien de plus qu'une fantaisie. Ce gamin s'appelle Kwagami Hiroya, et il était l'un de ceux sauvés par les héroïques Number. À partir de ce moment, le gamin s'est juré qu'un jour il rejoindrait cette équipe pour sauver l'humanité des monstres. Cependant, la réalité était beaucoup plus dure. Maintenant, la force de chaque personne pouvait être suivie en toute sécurité. Et tandis que les personnes fortes devenaient de plus en plus prospères et visibles, les faibles devenaient de plus en plus misérables. Hiroya était l'un de ces malchanceux. Cela faisait déjà 6 ans que son niveau avait atteint le 8e niveau. Une personne avec un niveau aussi bas à un tel âge était complètement inutile dans le nouveau monde où tout le monde avait ses propres super-pouvoirs. Le rugissement soudain et assourdissant d'une sirène interrompit les pensées du garçon. L'annonce de l'invasion de monstres a pris beaucoup de gens par surprise. Au milieu de la rue, une fille effrayée par le bruit fort pleurait. La mère a essayé de calmer sa fille, lui assurant que les héros viendraient sûrement à leur secours. Soudain, d'énormes pattes griffues sont apparues dans l'espace derrière le dos des personnes effrayées. Dans la seconde suivante, un énorme monstre a éclaté et s'est précipité vers les gens. Se tournant vers le monstre, Hiroya a entendu des appels à l'aide venant de là. Sans réfléchir une seconde, il s'est précipité vers les personnes sans défense sans penser aux conséquences. Avec ses bras tendus sur les côtés et son corps tremblant, il a bloqué le chemin du monstre. Son regard était rempli de terreur. Le monstre a ouvert sa gueule et a laissé échapper un rugissement furieux. Le garçon effrayé était prêt à tout, juste pour avoir la force de combattre ce géant à ce moment. Cependant, dans la seconde suivante, la silhouette du héros qui avait utilisé sa capacité est apparue devant lui. C'était tellement inattendu qu'Hiroya a à peine eu le temps d'en avoir un aperçu. Pourtant, les longs cheveux et le costume bleu rendaient ce héros trop reconnaissable même à cette vitesse. C'était Seika Inui, un membre des Numbers et l'une des personnes les plus fortes de l'humanité. Et pour Hiroya, c'était aussi un homme qu'il admirait sans fin. Il y a 6 ans, la ville a été attaquée par un monstre appelé Wazawai spécial. Même les personnes éveillées ne pouvaient pas résister à le combattre. Beaucoup sont morts dans la bataille inégale. Au moment de cette bataille, le garçon n'avait que 11 ans. Par une terrible coïncidence, il s'est retrouvé au cœur même des événements. Hiroyo se souvenait de peu de détails de ce jour-là, mais il a parfaitement vu comment les Numbers de cette époque ont combattu ce Wazawai. Parmi les meilleurs héros qui se sont battus ce jour-là, il y avait Seika Inu. Grâce à la supériorité numérique et au travail d'équipe, les humains se rapprochaient de la défaite du monstre. Puis Hiroya remarqua que la créature regardait de plus en plus souvent dans sa direction. Soudain, le Wazawai spécial sortit brusquement du combat et se précipita vers le gamin. C'est la dernière chose dont il se souvenait du combat. Le gamin s'est réveillé dans les bras d'un des héros. Inu a dit que la bataille était terminée et que le pire était passé. Plus tard, Hiroya apprit le nom de son sauveur, qui devint immédiatement une idole pour le garçon. Les cris stridents d'une femme le firent se réveiller et regarder autour de lui. La foule rassemblée dans la rue regardait avec envie son héros, qui avait une fois de plus sauvé la ville. Une des fans féminines s'est précipitée vers Inuit, faisant tomber le protagoniste déjà perdu. Quand il est revenu à ses sens, le garçon a pensé que bien que la popularité des 10 membres soit énorme, il avait aussi quelque chose à dire à son idole. Hiroya a sauté sur ses pieds brusquement et ramassant son carnet avec des notes sur la façon d'entrer dans les Numbers, a appelé le héros. En entendant son nom, il regarda le gamin avec surprise. Le garçon d'une voix tremblante a commencé à dire qu'il essayait depuis des années de devenir aussi fort, mais il avait échoué. Sans interrompre son admirateur, le héros a écouté calmement ses problèmes. À la fin de son long monologue, le garçon a crié qu'il voulait devenir l'un des Numbers. Cependant, Hiroya n'a pas attendu de réponse de l'idole car il a de nouveau été renversé par une des fans féminines. Tenant sa tête meurtrie, le garçon s'est redressé. Soudain, il a entendu quelqu'un l'appeler par derrière. C'était la fille devant laquelle le garçon avait bloqué de façon désintéressée le chemin du monstre. Le jeune homme était content qu'au moins quelqu'un ait apprécié sa contribution, mais la fille a soudainement couru devant. En regardant en arrière, Hiroya a vu qu'elle courait vers Inuit. Ce moment a fait que le garçon a finalement été déçu de ses capacités. Pensif, il irait vers l'école,
écoutant à la radio de la rue parler de l'incident à Shibuya. À ce moment précis, un journaliste interviewait Sekai Inouye, disant que sa victoire était brillante comme toujours. Le héros répondit modestement que c'était leur mission, et qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour l'humanité. Il rappela qu'il y a 6 ans, la ville avait connu une invasion bien pire dans laquelle ils avaient perdu beaucoup de bonnes personnes. Le journaliste ajouta alors qu'Inuit avait survécu et était devenu l'une des plus grandes personnes de la planète. Avec un sourire sur son visage, le protagoniste fit signe à ses fans et partit. Tout le long du chemin de l'école, le protagoniste a vu des extraits de cette interview. De ce qu'il a entendu, son humeur s'est encore aggravée. Soudain, une main s'est tendue vers lui par derrière. La seconde suivante, un tyran local nommé Tamba l'a attrapé avec son bras lourd. Son complice a donné un coup de pied à Hiroya dans l'estomac de toutes ses forces. Le tyran a expliqué au morveux qu'il n'avait pas le droit de se comporter de manière aussi familière devant Tamba, tout cela parce qu'il avait été sélectionné comme candidat de la prochaine génération des Numbers et étiqueté comme un espoir. Le type au sommet a soudainement arrêté ses associés et leur a dit qu'il ne devrait pas se comporter si grossièrement avec un tel faible et camarade de classe en même temps. Hiroya se souvenait que son camarade de classe était devenu le plus jeune détenteur du record de Wazoué tué. Pour le protagoniste, son niveau était inatteignable. Tamba a dit au garçon qu'il voulait aller au bowling avec ses amis. Il a répondu avec crainte qu'il ne pouvait pas sécher l'école aujourd'hui. Les tyrans ont ri et ont crié qu'il y avait eu un malentendu. Avec un regard colérique vers la victime, Tamba a demandé si Hiroya pouvait lui prêter de l'argent pour ce divertissement. Le gamin lui a rappelé avec embarras que ceux-ci ne lui remboursaient jamais l'argent qu'il empruntait. En plus, les parents de Tamba sont très célèbres et riches. Il a ri et a dit que dans son morve, il ne comprenait pas tout le but de ce qui se passait. Soudain, l'homme volumineux a crié que jouer avec l'argent des faibles est la chose la plus intéressante à faire puis a frappé le protagoniste. Du portefeuille tombé, le tyran n'a pu obtenir qu'une petite somme d'argent. Jetant le portefeuille de côté, le tyran avec un sourire narquois a noté que le gamin aurait dû faire une mine aussi pitoyable à l'origine. L'impact du coup de poing de Tamba a fait apparaître du sang sur le visage d'Hiroya. Un des tyrans a fait remarquer que les membres des Numbers étaient bien payés. Le meneur a ajouté que les meilleurs héros ont autant de pouvoir que les présidents. Les mots de ces scélérats selon lesquels les Numbers doivent avoir tout, les femmes, l'argent et une belle vie, ont blessé le protagoniste durement. Levant les yeux, il murmura que ce n'était pas vrai. Regardant les brutes, Hiroya cria qu'il n'avait pas tort. Enragé, il se jeta sur le chef et cria que Number n'était pas aussi vulgaire que des brutes comme eux, ajoutant qu'il ne deviendrait jamais un Number. Tamba, enragé, ordonna au morveux de répéter ces mots. Après un bref silence, il annonça à ses complices que le bowling était annulé pour la journée. Déterminé à donner une leçon à ce faible, ils l'emmenèrent dans un endroit encore plus désert. Tamba frappa Hiroya coup après coup. Frappant la victime en toute impunité, la brute dit que cette leçon apprendrait au morveux à se taire quand il le faut. Quand la brute se lassa de frapper, il proposa de rappeler au faible son niveau. Ryoji Tamba était l'un des héros les plus forts ayant jamais vécu, avec un incroyable niveau de 2500e pour son âge. Il rappela à l'enfant battu qu'il pouvait facilement le casser en deux s'il le voulait. De plus, le voyou possède l'une des capacités les plus efficaces et intéressantes, la poche. Grâce à cette capacité, Tamba peut s'approprier n'importe quoi et l'utiliser en le prenant et en le ressortant. Avec un sourire narquois, il offrit au faible la chance de faire l'expérience des effets de cette capacité sur lui-même. L'énorme créature se jeta sur Hiroya, qui se précipita immédiatement pour s'enfuir. Tamba cria à la victime qu'il devait courir plus vite s'il ne voulait pas être mangé. Hiroya trébucha accidentellement sur la fosse et tomba, heurtant le béton de toutes ses forces avec son visage. L'entité agrippa immédiatement fermement la jambe du garçon et le souleva au-dessus du sol. Il jeta ensuite brusquement la victime au sol, soulevant un énorme nuage de poussière. Quand la poussière se dissipa, le protagoniste regarda l'endroit de la morsure et n'en crut pas ses yeux. Alors son corps fut transpercé par une douleur aiguë, et il hurla violemment. Les voyous ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils avaient à voir avec ce morveux. Tamba proposa de sauver le protagoniste s'il disait qu'il avait juste été attaqué par un petit monstre. Quand Hiroya ne répondit pas, il rit et dit que l'enfant serait en laisse pour le reste de sa vie. L'enfant ne pouvait pas dire un mot à cause du ressentiment et de la douleur qu'il ressentait. Soudain, Tamba marcha sur un carnet. Regardant en bas, il lut le titre, ce qui le fit rire incroyablement. Ramassant le journal et l'ouvrant, la brute commença à lire les notes du personnage principal sur comment devenir un number. Puis il rit et dit que même malgré toutes ces méthodes, le niveau du garçon n'avait toujours pas augmenté. Se penchant vers la victime, Tamba le souleva par sa chemise et dit que des gens pathétiques comme lui ne pourraient jamais devenir ne serait-ce que l'ombre d'un héros. Le garçon désespéré ne pouvait pas comprendre pourquoi il devait en souffrir. Ayant perdu tout espoir que sa vie puisse changer, il décida qu'il valait mieux mourir ici et maintenant. Fermant les yeux, Hiroya vit soudain une flamme brillante devant lui. La silhouette non humaine émettant ces flammes dit que ce morveux était encore plus pathétique que prévu. Après avoir imaginé ses agresseurs à nouveau, il ne pouvait pas dire de qui était la voix. Quand Hiroya vit que le monde s'était arrêté, il fut surpris de pouvoir encore entendre quelqu'un puisqu'il était censé être mort.
La voix étrange ajouta soudain que les gens meurent de choses plutôt triviales. Hiroya demanda à la créature ce que c'était. La silhouette répondit que son nom était Mugen. L'entité était surprise que le garçon ait oublié ce qui s'était passé il y a 6 ans puisque c'est à ce moment-là qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Hiroya se souvint que c'était ce Wazawe particulier qui avait vaincu Sekainu, mais le monstre répondit soudain qu'il n'avait jamais été vaincu et qu'il avait passé ces 6 années dans le corps du garçon. Un Hiroya surpris demanda comment c'était possible. Mugen répondit qu'après avoir épuisé ses pouvoirs, il avait essayé de voler le corps d'un homme qui était à proximité à ce moment-là. Par coïncidence, la seule personne convenable dans les environs était Hiroya, 11 ans, mais quelque chose a mal tourné lors de la tentative d'absorption. Il fut lui-même absorbé par un faible. Pendant toutes ces années, le monstre était dégoûté de voir sa carapace humaine dégénérer. Mais malgré 6 ans d'humiliation, Mugen était reconnaissant à l'humain d'avoir sauvé sa vie. Après avoir fini d'expliquer l'essentiel de ce qui se passait, la créature s'approcha du garçon et lui dit qu'il allait bientôt mourir. Hiroya semblait avoir déjà accepté son sort. Soudain, le monstre demanda au garçon pourquoi il pensait que sa vie avait été jetée comme des ordures usagées. Sans réponse, il dit que tout était lié à la faiblesse du protagoniste. Continuant à faire pression sur Hiroya, Mugen suggéra que le garçon était prêt à tuer ses gars à cet endroit. Le démon suggéra alors que le protagoniste goûte à ce pouvoir pour la première et la dernière fois de sa vie. De façon inattendue, il dit que ce n'était pas du tout la fin qu'il voulait, et le pouvoir qu'il avait désiré toute sa vie, il aimerait le canaliser au profit des autres. Hiroya ne voulait pas le pouvoir pour se venger, mais voulait pouvoir aider pour le bien de toute l'humanité. Pourtant, le garçon ne pouvait plus affecter le processus de fusion. Les brutes se tenaient toujours au-dessus du corps du protagoniste quand soudain une quantité incroyable d'énergie jaillit de lui. Pour tous les trois, ce qui s'est passé était une complète surprise. Les flaques de sang laissées après l'incident se sont soudainement élevées dans les airs également. L'instant suivant, le morveux encore récemment mort se tenait devant les brutes. Mugen ouvrit le panneau de niveau devant lui et demanda si le garçon ne comprenait vraiment pas pourquoi son niveau n'augmentait pas. Après cela, il brisa immédiatement le panneau, riant avec colère dans toute la pièce. Le démon déclara alors qu'en fait, le niveau de Hiroya augmentait dans la direction opposée. Les éclats du panneau de niveau montraient le nombre d'infini. Prenant le contrôle total du corps, le monstre pouvait enfin l'examiner. Les brutes qui ne pouvaient pas réaliser ce à quoi elles étaient confrontées ne pouvaient pas croire que ce faible était encore en vie. Examinant ses mains, Mugen en vint à la conclusion que, comme prévu, le corps humain était très faible. Appuyant un peu plus fort que d'habitude sur son majeur, il le cassa facilement. Alors que les complices riaient, ne réalisant pas ce qui se passait, le chef observa attentivement les actions étranges du faible, qui devrait être mort maintenant. Finalement en colère, le monstre murmura au petit bâtard qu'il ferait mieux d'essayer de ne pas mourir trop vite. Pendant ce temps, dans la ville, la vie suivait son cours habituel. Inu fut accueilli au bureau par la réceptionniste, qui confirma qu'il n'y avait pas eu de victimes lors de la défense de la ville, et que le travail avait été parfaitement réalisé comme toujours. Le héros dit qu'il avait de la chance que la scène soit proche, et qu'il ne fallait en aucun cas se relâcher. Voyant qu'Inu pensait à quelque chose, la jeune fille demanda ce qui n'allait pas. Le héros répondit qu'il avait rencontré le garçon qu'il avait sauvé lors de l'incident il y a 6 ans. Soudain, il dit avec déception qu'il avait fait quelque chose de mal, et qu'il aurait dû en parler plus tôt. Un instant plus tard, le héros ressentit une pression extrême. Une aura d'une puissance aussi incroyable lui fit une peur bleue. Il sauta brusquement de sa chaise et commença à passer en revue toutes les variantes possibles de ce qui s'était passé. À son grand regret, Inu arriva à la conclusion qu'un monstre de classe calamité s'était réveillé quelque part. Au même moment, en entendant le surnom offensant, l'une des brutes se jeta sur Hiroya. Activant sa capacité en mouvement, il cria qu'il ne voulait pas entendre de telles absurdités de la part d'un tel morveux. L'instant suivant, il lança un coup de poing puissant qui manqua soudainement sa cible. Au même moment, le corps de la brute fut couvert de dizaines de petites coupures de tous les côtés. Ne tenant pas debout ne serait-ce qu'une seconde, le corps essoufflé de la brute tomba au sol. Mugen cria de joie qu'il avait manqué le bruit des os qui se brisent pendant 6 années entières. À la vue de ce qui s'était passé, Tamba devint extrêmement nerveux. Ce monstre ne ressemblait plus au morveux qu'ils avaient battu. À la surprise du chef, son deuxième complice n'était pas impressionné. Se levant en position de combat, il activa sa capacité. Criant des insultes en direction de son adversaire, il l'attaqua. Des mains de la brute aux côtés du protagoniste s'envolèrent des barbes qui s'enroulèrent autour de son corps, mais il avait à peine eu la joie d'avoir attrapé son adversaire. Sa capacité fut soudainement désactivée. Cela se produisit si rapidement que la brute n'eut même pas le temps de réagir à la main portée à son front. L'instant d'après, un claquement puissant brisa sa tête et le projeta au loin. Après que le deuxième complice eut été éliminé, le démon cria avec délectation que c'était trop ennuyeux. Voulant vivre une situation légèrement plus tendue, il sentit que la troisième brute était prête à s'engager. Se retournant, Mugen vit son adversaire préparer sa capacité. Une fumée clairsemée provenant de la poussière soulevée commença à couvrir le bâtiment. Tamba, enragé, cria que le morveux devait arrêter de se laisser emporter ou il oublierait où était sa vraie place.
Des dizaines de lames ont foncé sur Mugen à la même seconde. Cependant, l'homme a simplement balancé sa main et toutes les lames se sont instantanément brisées. Couvrant instantanément la distance jusqu'à son adversaire, il a immédiatement riposté par une frappe d'une puissance dévastatrice. Tamba a volé dans le mur avec une telle force qu'il s'est fissuré. Mugen a dit nonchalamment que les petits bipèdes devraient juste dormir. Le violent grondement à l'extérieur de la fenêtre était exactement ce que le démon avait prévu. De là, deux énormes yeux le fixaient en retour. Dans l'instant suivant, le monstre a fait irruption dans la pièce, brisant le mur. Se tournant vers son nouvel adversaire, Mugen a souri, se demandant si celui-ci était venu célébrer son retour. Cependant, une telle créature était peu susceptible d'avoir un tel esprit, probablement attiré par la force fluctuante. Reprenant ses esprits après le coup étourdissant, Tamba fixa avec horreur ce qui se passait. Son camarade de classe venait à peine de s'éveiller à son pouvoir, mais immédiatement un nouveau problème lui était imposé sous la forme d'un Wazawe dangereux. L'apparition d'un nouvel adversaire plus fort n'a fait qu'exciter davantage Mugen. Un monstre comme celui-ci était parfait pour s'entraîner après le réveil. Mais à peine y avait-il pensé que, immédiatement, les pouvoirs démoniaques ont perdu leur emprise. Soudain, le contrôle de son corps est revenu à Hiroya. Le gars n'arrivait pas à croire qu'il était encore en vie. Dans la même seconde, Mugen a essayé de reprendre le contrôle du corps humain. Il a été très surpris que l'esprit du gars soit toujours intact. Cependant, la capacité du démon à contrôler le corps était bien supérieure. Mugen a suggéré au morveux d'apprécier ce qui se passait et de ne pas interférer. Le protagoniste a demandé au démon ce qu'il mijotait. Avec un sourire narquois, le monstre répondit qu'il ferait ce qui était prédéterminé il y a 6 ans. Des images de la ville détruite ont défilé devant ses yeux. Il réalisa que s'il n'intervenait pas, la situation d'il y a 6 ans se répéterait, mais avec des conséquences beaucoup plus graves. Sentant sa supériorité dans le contrôle de son corps, le démon dit qu'il tuerait d'abord le Wazawe, puis qu'il ferait un spectacle pour toute l'humanité. Mais soudain, ses bras ont cessé de lui obéir. Il sentit quelque chose essayer de prendre le contrôle de son corps. Hiroya rassembla ses derniers efforts pour reprendre le contrôle de son propre corps. Une résistance aussi puissante a été une complète surprise pour Mugen. Ayant vécu dans le corps du gars pendant 6 ans, il avait supposé que cela se passerait assez facilement. Cependant, Hiroya avait une fois de plus piégé l'esprit démoniaque à l'intérieur du corps. À son réveil, le gars regarda autour de son corps avec surprise. Il n'arrivait toujours pas à croire qu'il avait réussi à maîtriser un démon aussi puissant, mais maintenant il y avait un problème bien plus grand juste devant lui sous la forme d'un autre monstre physiquement réel. Mugen cria nerveusement que le gamin devait faire quelque chose ou il allait mourir. Le monstre a offert à Hiroya d'abandonner volontairement le contrôle de son corps pendant la durée de ce combat. Au même moment, le monstre d'en face passa à l'attaque. Le gars esquiva le premier coup des énormes tentacules avec une agilité étonnante. Pour lui-même, c'était une grande surprise. Il sentit l'influence de Mugen le faire bouger beaucoup plus vite et avec plus d'agilité. Le démon réalisa que le gars utilisait en quelque sorte une partie de son pouvoir. Après quelques succès supplémentaires à la porte, Hiroya décida de contre-attaquer et lança une frappe de Wazawe. Ensuite, il pensa qu'il pouvait gérer même un monstre aussi puissant, mais soudain, l'un des tentacules attrapa la jambe du gars. La prise était trop forte, et il était impossible de faire quoi que ce soit. Avec un élan complet, le monstre a claqué le corps du gars sur le sol. Le Wazawe a ensuite soulevé le corps de la victime pour vérifier s'il y avait des signes de vie. Il était toujours conscient, mais le coup était trop fort pour continuer le combat. Réalisant qu'ils pouvaient tous les deux mourir, Mugen a aidé Hiroya à moitié mort à activer une compétence spéciale. La capacité appelée éveil infini donnait un immense pouvoir inégalé. Après avoir utilisé cette compétence, le corps de l'ennemi a commencé à briller de l'intérieur. Peu de temps après, il y a eu une explosion colossale qui a mis le monstre en pièces. Le bâtiment dans lequel tous les événements décrits ci-dessus ont eu lieu a été presque complètement détruit. Lorsque la fumée s'est dissipée, Hiroya a vu les résultats de sa capacité. Non loin de lui gisait en bas, à peine vivant. Le gars n'arrivait toujours pas à croire qu'il avait réussi à détruire un bâtiment entier. Pendant que le protagoniste se rétablissait, Mugen analysait la situation. Il n'arrivait toujours pas à expliquer comment un gamin avait réussi à prendre le contrôle de son corps. Le soleil couchant illuminait les ruines du bâtiment. C'est ainsi qu'il se souvenait du jour où Mugen l'avait rencontré. À ce moment-là, il n'avait aucune idée de ce qu'impliquerait cette rencontre fatidique. La nouvelle s'était instantanément répandue par les canaux de la ville qu'une nouvelle attaque de monstres avait causé la destruction d'un bâtiment entier. Le quartier général des opérations de Métropolis et la police, ainsi que les Numbers, ont été amenés pour enquêter. Hiroya regardait les nouvelles avec horreur, car cet incident s'était produit non loin de chez lui. À ce moment, il a été visité par un très étrange déjà-vu. Il semblait que lui-même était à cet endroit, et cette explosion s'était produite à cause de lui. Mais le garçon ne pouvait pas croire qu'il aurait réussi à détruire une maison entière. Depuis hier, il se sentait un peu étrange. Il était toujours au niveau 8, mais les sensations dans son corps étaient très différentes de la normale. En regardant dans le miroir, il découvrit soudain quelques mèches rouges dans ses cheveux. Une soudaine sensation douloureuse lui fit examiner sa jambe gauche, et il vit une énorme cicatrice.
À peine Hiroya réalisa-t-il que ce n'était pas un rêve que, immédiatement, Mugen se tourna vers lui. La même seconde, sa conscience était dans une sorte d'espace, une soudaine voix inquiétante ordonna au garçon de baisser la tête devant le grand Mugen. Cependant, le démon lui-même a dit que l'homme ne serait pas capable d'interférer avec ses plans. Sans réfléchir, le garçon demanda ce que Mugen voulait exactement réaliser en restant dans son corps. Le monstre répondit qu'il ne voyait aucun intérêt à répondre aux questions humaines. Au lieu de répondre, il essaya de pénétrer dans le subconscient du gars. Il y vit les souvenirs de sa venue il y a 6 ans. Le protagoniste tomba à genoux, incapable de revivre à nouveau ses souvenirs. Il réalisa que la créature essayait de pénétrer à l'intérieur de sa tête, et tout ce qu'elle dégageait, c'était le chaos et la destruction. Pourtant, Hiroya n'allait pas s'associer au monstre et faire ce qu'il voulait. Il dit au démon qu'il ne pouvait pas se débarrasser de lui aussi facilement. Le monstre répondit que le gars avait raison, et Mugen ne comprenait pas pourquoi son corps avait été absorbé par quelqu'un comme lui. Mais le démon comprenait parfaitement que si le gars meurt, le corps lui reviendra. Après ces mots, le protagoniste était convaincu qu'il ne pouvait absolument pas confier sa vie à cette créature. Mugen sourit et ajouta qu'il supposait que cela ne prendrait pas trop de temps. Lorsque le garçon demanda pourquoi le démon le pensait, il suggéra au morveux de réfléchir à la raison pour laquelle cette énorme créature était venue vers eux hier. Hiroya resta silencieux, et le démon répondit que Wazue irait instinctivement là où provenaient les cris d'agonie. Le garçon pensa que si c'était vrai, alors cela rendait les choses beaucoup plus difficiles. Dans ce cas, les monstres seraient toujours désireux de le trouver. Mugen a dit que ces créatures ne lui posaient aucun problème, mais Hiroya lui-même ne serait pas capable de les gérer et mourrait rapidement. Le démon a dit qu'il attendrait avec impatience de prendre possession du corps du garçon. Après la conversation, le protagoniste se dirigea vers le métro. Il réalisa qu'il était dans une situation désespérée car avec le 8e niveau, il n'a aucune difficulté même pour le monstre le plus faible. De plus, il ne peut pas utiliser le pouvoir des démons pour survivre. Étant donné le caractère unique de la situation, ce n'était pas un problème qu'il devait résoudre seul. Piéger une puissance d'une telle ampleur en lui était un problème pour toute la race humaine. Il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à résoudre la situation. La seule personne qui lui est immédiatement venue à l'esprit était Sekai Inu. Hiroyo avait peur, mais il pensait que s'il disait la vérité, il pourrait obtenir de l'aide. Quand il est descendu à l'une des stations, il s'est dirigé vers la sortie la plus proche. Soudain, il a été interpellé par un grand gars dans la foule. 2 voyous se sont approchés du protagoniste et ont commencé à demander ce qu'un type inutile comme Hiroya faisait dans un endroit comme celui-ci. Le garçon a essayé d'insister sur le fait qu'il était pressé et qu'il devait partir, mais les hooligans ont pris ces mots pour une autre insolence. Le tyran en t-shirt noir a dit qu'il était temps de donner une leçon au chiot de Tamba. Avant que le protagoniste n'ait eu le temps de s'en rendre compte, il a immédiatement reçu un coup puissant avec un poing au visage. À la grande surprise du gars, il n'a absolument ressenti aucune douleur à cause du coup, mais le tyran a immédiatement saisi son bras et a commencé à crier que c'était très douloureux. Voyant que la main de son ami était ensanglantée, le 2e tyran a attaqué Hiroya. Le garçon effrayé a tendu les mains devant lui et a soudainement repoussé son agresseur de toutes ses forces. La poussée était si puissante que le tyran a volé de la plateforme et directement sur les rails. Surpris par sa nouvelle force, Hiroya a demandé au tyran s'il était blessé. Avant qu'il n'ait pu terminer sa question, un énorme monstre a soudainement surgi du tunnel. Le tyran, qui était allongé sur les rails, a juste eu le temps de penser qu'il était mort. À ce moment-là, le protagoniste a réalisé que le démon ne mentait pas, et que les monstres venaient vraiment pour lui. Il a habilement sauté sur le côté tout en réussissant à saisir son agresseur. Les 2 gars sont tombés sur la plateforme, se sauvant du monstre qui passait. Hiroya a de nouveau noté que de tels mouvements, il les fait au niveau des réflexes. Quand il a regardé son reflet, il a réalisé que ce n'était probablement pas son œuvre. L'énorme monstre, pendant ce temps, se profilait au-dessus de ses victimes. Le garçon regarda la créature avec horreur, incertain de pouvoir lui livrer un combat équitable. En un instant, il a été distrait par le cri rauque d'une femme de l'autre côté de la plateforme. Il est apparu que plusieurs autres créatures similaires avaient déjà réussi à grimper sur la plateforme et à attaquer les humains. Soudain, la voix de Mugen de l'intérieur a dit que ces créatures étaient venues pour lui. Le Wazue a attaqué une personne après l'autre, ne leur laissant aucune chance. Hiroya resta perplexe, se souvenant de son niveau, et ne savait pas quoi faire. S'il voulait sauver des gens, il devrait se décider et utiliser le pouvoir de Wazue. Le tableau avec ses statistiques a commencé à se fissurer et à émettre une lueur rouge une fois de plus. À ce stade, le gars a décidé qu'il importait peu que le pouvoir soit accordé par les cieux ou les monstres tant que son utilisation aiderait à sauver des gens. Le protagoniste a de nouveau réussi à activer la capacité d'éveil infini. Ayant retrouvé ce pouvoir même, le gars a accepté que c'était son pouvoir. Avec une rage furieuse, il attaqua la première créature qu'il vit. Le monstre qui avait presque mangé l'une des filles sur la plateforme a été sorti du combat d'un seul coup précis. Réalisant qu'il ne pouvait pas survivre dans un combat inégal sans l'aide de Mugen, il décida qu'il allait simplement voler son pouvoir. Avec une grande vitesse, Roya a balayé toute la station, tuant chaque monstre sur son passage.
Les gens n'ont même pas eu le temps de réaliser ce qui s'était passé. Beaucoup d'entre eux étaient déjà sur le point de mourir. Le gars s'était déjà arrêté, et les corps brisés des monstres tombaient encore. Mugen fut surpris que le gamin ait une fois de plus osé utiliser son pouvoir. Ayant terminé le combat en quelques secondes, Hiruya s'arrêta et regarda ses mains avec horreur. Une telle puissance colossale dont il n'avait jamais rêvé. Quand il reprit ses esprits, il entendit la voix de la fille qu'il avait sauvée en premier lieu. Elle le remercia de lui avoir sauvé la vie. Puis, un par un, les gens ont couru vers leur sauveur et lui ont demandé s'il était un rancœur. Les brutes qui avaient été miraculeusement sauvés du carnage regardèrent le garçon avec surprise. C'est ainsi que Hiruya a sauvé de nombreuses vies humaines de ses propres mains pour la première fois. Sachant qu'à partir de maintenant, il serait toujours utile à la société, le garçon se dirigea vers la sortie. Maintenant, il ne laissera pas le démon faire ce qu'il veut qu'il fasse. Dans le même temps, l'un des patients de l'hôpital de la ville était beaucoup plus irritable que d'habitude. Le même nom revenait sans cesse de sa chambre. C'était en bas, le gars qui a miraculeusement survécu à l'effondrement de ce bâtiment. Il n'arrêtait pas de répéter le nom du protagoniste sans relâche, expliquant qu'il ne lui pardonnerait jamais. Soudain, une infirmière entra dans sa chambre et dit qu'il avait un visiteur. Le gamin répondit avec colère qu'il avait déjà dit qu'il voulait être seul dans un avenir proche. Cependant, le visiteur inattendu a répondu que parler aux infirmières qui s'occupaient de vous devrait être plus doux. Ce visiteur était Seka Inu. Le jeune homme a été choqué quand il a vu l'un des membres des Numbers. Le héros a demandé à Tamba si ses blessures guérissaient bien car il était rare que quiconque survive aux batailles avec Wazwe de ce niveau. Le garçon remarqua qu'il y avait aussi une fille debout à côté du héros qui faisait également partie du top 10. La situation était donc beaucoup plus grave qu'il ne l'avait réalisé. Inu a expliqué que les Numbers enquêtaient actuellement sur l'affaire contre la personne inconnue qui avait pu tuer ce monstre. À ce moment, le tyran blessé se souvint de la façon dont la personne qui l'humiliait avait facilement vaincu un monstre aussi fort. Il était terriblement en colère contre ce morveux et ne savait pas quoi faire. Décidant que les Numbers ne savaient rien de l'incident de toute façon, Tamba se désigna et dit qu'il avait personnellement tué ce Wazwe. Il ajouta ensuite à haute voix qu'il pensait mériter de faire partie du top 10. Le tyran n'arrivait pas à croire qu'il avait été sauvé par un petit morveux pathétique qui avait obtenu ses pouvoirs de nulle part. Inu étudia attentivement le comportement et les émotions de l'interviewé et tira certaines conclusions. Son état émotionnel manifestement instable en disait long sur ses perspectives. Souriant, Inu dit que le jeune homme devait d'abord soigner ses blessures. Décidant qu'il ne s'agissait pas d'un refus indirect de l'accepter dans l'équipe, Tamba demanda au héros de ne pas partir et de l'écouter. La paire s'éloigna de la chambre, après quoi la fille dit que ce type était une erreur totale dans le système de formation des héros, et elle le briserait d'un seul coup. Son interlocuteur gloussa et dit que, en fait, ce jeune homme avait été identifié comme un espoir. La fille dit avec mépris que dans ce cas, les jours de ce monde étaient comptés. Inu a également fait remarquer qu'un autre gars avait survécu à l'incident. La fille demanda qui était allé le chercher. Le héros répondit que le numéro 13 à croissance rapide était allé le voir. Le compagnon demanda si c'était normal, à quoi elle reçut la réponse que si l'ennemi a un rang élevé, il faut s'y préparer. Le héros choisi pour rechercher l'enfant survivant se dirigeait vers la haute tour. Cet homme s'appelait Kusanagi-ka. La zone autour de ce grand bâtiment était très fréquentée. C'était aussi l'endroit où le protagoniste est arrivé. C'était le siège de l'association des rankers. Toute information sur Wazwe pouvait être trouvée ici. À différents moments, chaque ranker au Japon était sûr de venir ici. Et ici aussi se trouvait la base des 10 meilleurs rankers du monde, surnommés les Numbers. C'est là que Hiruya prévoyait de trouver Inu. Le gars pourrait être capable de gérer les monstres tout seul, mais il ne pouvait pas vaincre le démon à l'intérieur de lui. De plus, au cas où Mugen pourrait prendre le contrôle du corps, il est nécessaire qu'il y ait quelqu'un qui puisse le tuer. Et une telle personne, selon le protagoniste, ne pouvait être que Seka Inu. Après avoir rassemblé ses pensées, le gars se dirigea vers l'entrée principale. Dans le hall principal, il a été accueilli par les conseillers agréables. Un Hiruya surpris a suggéré que c'était probablement l'une des capacités des employés locaux et qu'un seul corps était réel. L'une des conseillères a demandé au garçon comment elle pouvait l'aider. Celui-ci a répondu qu'il aimerait rencontrer Inu-san. La fille a répondu que le héros n'était pas présent pour le moment et a demandé si la réunion était prévue, ce à quoi Hiruya a répondu par la négative. Ensuite, la consultante a décidé de clarifier les données du gars, et il a donné son âge et son nom. Après avoir parcouru le nom dans la base de données, la fille a été surprise que le jeune homme n'ait pas encore enregistré sa compétence spéciale. Elle lui a rappelé que cette procédure était obligatoire pour tous les éveillés, et que l'évasion de cet enregistrement était un crime grave. Dans une tentative d'arranger les choses, le protagoniste a dit qu'il s'était réveillé que récemment et que ses compétences ne s'étaient pas manifestées depuis un certain temps. La conseillère a dit que ce n'était pas un problème et a demandé au gars d'enregistrer sa compétence et a demandé s'il voulait s'inscrire en tant que ranker. La fille a demandé au gars de mettre sa main sur le scanner et a également dit qu'elle était sur le point de parler de tout ce qui concerne les rankers. Pendant ce temps, Mugen regardait pensivement ce qui se passait autour de lui. Tout ça l'ennuyait. Au moment où le monstre pensait que personne ici ne valait un grain de riz, une personne intéressante est apparue derrière. Le protagoniste,
occupé à enregistrer sa compétence, n'a pas immédiatement remarqué une aura aussi puissante. La conseillère, pendant ce temps, lui disait que s'enregistrer en tant que classeur permettait d'obtenir son propre rang, qui augmente en tuant un Wazawai. Elle a également rappelé que les 10 meilleurs classeurs sont placés dans l'équipe des Numbers dont les membres ont la possibilité de recevoir les meilleures récompenses et honneurs. La jeune fille a continué à parler des avantages des classeurs, mais Hiruya ne l'écoutait plus aussi attentivement. Il était venu ici à l'origine pour s'occuper du démon en lui, mais maintenant il avait la possibilité de devenir ce qu'il avait toujours voulu être. Il restait à voir s'il était possible de le faire avec une entité aussi puissante assise à l'intérieur de vous. Le problème était également que travailler en tant que classeur pouvait exposer Mugen. Après avoir passé la vérification des antécédents, l'enregistrement a été complété avec succès, et Hiruya est officiellement devenu un classeur. Le panneau avec ses statistiques personnelles aurait dû être mis à jour, y compris l'apparition des noms de compétences. Cependant, malgré l'enregistrement officiel en tant que classeur, le nom de la compétence n'est jamais apparu. C'était la première fois que la jeune fille rencontrait une telle situation, mais elle a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une erreur de serveur. À son tour, le protagoniste était indiciblement heureux qu'il y ait un tiret dans son style. Sinon, cela aurait pu exposer le monstre à l'intérieur de lui. La conseillère a dit qu'en raison du caractère unique de l'erreur, une confirmation supplémentaire était nécessaire. Hiruya a à peine eu le temps de devenir nerveux. Cependant, soudain, quelqu'un l'a appelé par derrière. Une voix inconnue a crié son nom, ce qui était encore plus étrange dans cette situation. La personne derrière lui avait utilisé sa capacité en plein lieu public sans avertissement. Avec une puissante déflagration de son aura, il a projeté les gens autour de lui. Le protagoniste s'est préparé à repousser les attaques, mais il a réalisé que les forces étaient trop inégales. Il ne comprenait pas ce qui se passait, et cela le mettait doublement sous pression. L'homme en face le regardait en silence. Soudain, il a demandé si Hiruya pouvait être celui-là. Les gens rassemblés ont rapidement reconnu cet homme comme Kusanagi Kei, l'un des classeurs les plus célèbres. Il était l'un des 20 combattants les plus forts contre les Wazway, et beaucoup l'appelaient un faux complet. Réalisant qu'un combat entre les classeurs était sur le point d'éclater contre les règles, les gens ont commencé à se disperser précipitamment. Hiruya a demandé à son adversaire ce qu'il tramait et lui a rappelé qu'il était dangereux de faire de telles choses en public. Kei a seulement souri et a dit qu'il avait entendu dire que le garçon était plus fort que lui. Ces mots ont plongé le protagoniste dans la stupeur. Il ne réalisait pas qui pouvait dire une telle chose sur lui. Quelques heures auparavant, Kei, assis dans un bar, a demandé avec irritation à son interlocuteur pourquoi il l'avait appelé. Quand il n'a pas obtenu de réponse de lui, il a demandé à nouveau s'il avait finalement décidé d'avoir un combat équitable. Inu a répondu qu'il ne s'agissait pas de leur relation personnelle. Kei était sur le point de partir quand son collègue lui a offert un verre de lait à ses frais. Sans réfléchir longtemps, le rancher a dit qu'il partirait après avoir bu un verre. Arrivant au point, Inuit a dit qu'il devait rencontrer un type qui avait survécu à une rencontre avec un Wazawai très fort. Quand Kei a demandé ce qu'il y avait de si spécial chez ce gamin, Inuit a dit qu'il avait ressenti une fluctuation de puissance au moment où la créature est apparue, ce qui signifiait que si ce sale gosse avait vaincu ce Wazawai, il pourrait être encore plus fort que Kei. Inu voulait tout savoir sur ce sale gosse, alors il a envoyé l'un de ses meilleurs à cette tâche. Quand son collègue lui a demandé s'il pouvait se battre, Inu a répondu qu'il pouvait agir en fonction de la situation. Finissant son verre de lait, Kei a rappelé à son interlocuteur qu'il était toujours désireux de le combattre. Inuit a souri et a dit que le moment venu, il serait prêt à accepter le défi. Et maintenant, se tenait devant lui ce sale gosse qui, selon son homologue, avait vaincu le puissant Wazway. Kei a vu la performance extrêmement modeste de son adversaire et a fait remarquer que cela ne pouvait pas être vrai. À ce stade, Roya a ressenti une tension extrême comme s'il était lu comme un livre ouvert. Aucun des brutes qu'il avait coincés dans la ruelle ne se rapprocherait même du niveau d'aura de cet homme. Réalisant que parler ne mènerait à rien, Kei a décidé d'agir. Il a utilisé l'une de ses capacités sur le protagoniste qu'il a esquivé avec succès. Le garçon a exigé avec colère que tout cela cesse et a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de combattre qui que ce soit. Kei a réagi sans émotion et a dit que dans ce cas, Hiruya devrait essayer de l'arrêter. Esquivant de plus en plus d'attaques, le protagoniste ne savait pas ce qu'il devait faire. Il a réalisé que s'il subissait des dommages, dans ce cas, les pouvoirs du démon pourraient soudainement se réveiller. D'après ce qu'il semblait, Kei ne voulait s'arrêter en aucun cas. En infligeant des attaques de plus en plus puissantes, il a forcé le protagoniste à se déplacer de plus en plus vite. Kei était impatient que le garçon libère son véritable pouvoir. Étant dans son corps sans l'aide de Mugen, il était de plus en plus difficile pour le protagoniste de repousser les attaques. Soudain, Hiruya a senti quelqu'un derrière lui. C'était un enfant qui s'était inexplicablement retrouvé dans le hall. Hiruya s'est interposé entre l'enfant et Kei et a bloqué sa capacité sans difficulté. La lumière de la frappe bloquée s'est répandue sur plusieurs pâtés de maisons autour du bâtiment. La fumée s'est dissipée, et Kei se tenait dans la même position qu'il avait initialement prise. Devant lui, couvrant l'enfant de son corps, se tenait Hiruya. Comme le numéro 13 l'avait initialement supposé, le rang de ce jeune homme était clairement supérieur au 8e rang.
Indigné que le protagoniste attaque un enfant sans défense, Hiroya a exigé d'arrêter cette bouffonnerie pour annoncer ses demandes. Le protagoniste enragé lui a rappelé que ce pouvoir était destiné à combattre les monstres. Au cri que ce pouvoir était destiné à protéger les humains, Kei a soudainement répondu qu'il ne s'en souciait pas. C'était un court silence alors que le numéro 13 expliquait qu'il était juste intéressé par le processus de bataille lui-même, et il se fichait qu'il s'agisse d'humains ou de monstres à combattre. Tout ce qu'il voulait toutes ces longues années, c'était tester sa propre force. Étant plus que furieux, le protagoniste a une fois de plus ordonné à son adversaire de s'occuper des conneries. Il a crié avec haine que Kei était arrogant pour posséder un tel pouvoir et donc pas différent d'Owazoe. Le numéro 13 a légèrement souri et a dit que dans un tel cas, il n'y avait qu'une seule issue. Créant un puissant sort devant lui. Il a dit que la seule façon d'en finir était de le vaincre. Immédiatement après avoir dit cela, Kei a fait une manœuvre rapide comme l'éclair vers son adversaire et s'est retrouvé juste à côté de son visage. Avant que le gamin ne s'en rende compte, le poing de son ennemi a oscillé au-dessus de sa tête. Par miracle, il a réussi à esquiver le coup. L'instant suivant, Kei était déjà beaucoup plus loin du protagoniste. Le garçon a supposé que son adversaire avait la capacité de se téléporter. Hiroya a remarqué qu'avant de s'approcher, Kei se met dans la même pose. Peut-être que c'est ainsi qu'il peut essayer d'anticiper le moment où l'adversaire va essayer d'attaquer. Et en effet, l'instant suivant, Kei a pratiquement attrapé le protagoniste par le visage. Hiroya a à peine esquivé avant de recevoir immédiatement un coup de pied au visage. Une onde de choc assourdissante a éclaté à l'intérieur du hall. En regardant la façon dont ce combat se déroulait, Mugen a souri au fait que le gamin n'avait pratiquement aucune chance. Riant, il a dit qu'il était temps pour le gamin de mourir et de lui donner son corps. Mais Hiroya, quoi qu'il arrive, ne voulait pas abandonner. Il essayait toujours d'égaler la vitesse de son adversaire, mais c'était presque impossible. Ses capacités étaient à un niveau complètement différent. Un autre coup de poing manqué au visage a envoyé le protagoniste dans un vol vertical. Dans la seconde suivante, Kei a essayé d'achever son adversaire avec un puissant coup de poing droit. Cependant, cette fois, Hiroya a réussi à éviter la défaite et a réussi à esquiver. Depuis le début de la bataille, le protagoniste avait été incapable de lire les mouvements de son adversaire. Se jetant sur lui à maintes reprises, c'était le seul où il ne pouvait que vaguement spéculer sur ce qu'il attendait. Les téléportations constantes et les explosions d'énergie ne donnaient pas une compréhension définitive des tactiques par lesquelles Kusanagi Kei se battait. La seule chose que Hiroya a réalisé était que lorsque le poing de son adversaire se serrait, il avait peur. Chaque attaque du protagoniste ne lui posait aucun problème. Frappant à nouveau le garçon, Kei a seulement fait remarquer sèchement que tous ses mouvements étaient ennuyeux. Après ces mots, le protagoniste est finalement tombé hors de cette bataille. Le poing de son adversaire le frappait sans s'arrêter. Leur vitesse lui était colossale et insondable. Ni par épuisement, ni en combat rapproché, il n'était impossible de vaincre Kei. En regardant un autre égocentrique suffisant prêt à enfin le tuer, le gars se demandait s'il était vraiment si pathétique. À ce moment, il se souvint qu'il n'y a pas si longtemps, il n'avait aucun pouvoir. Avec ses pensées, il essaya de continuer le combat. Cependant, le coup de poing que Hiroya mit avec toute sa force restante, son adversaire le bloqua d'une main sans aucun problème. Regardant calmement dans les yeux de son adversaire, Kei a dit que le morveux était toujours au niveau 0. La main libre du numéro 13 créa une autre bulle d'énergie. En la regardant, le protagoniste réalisa finalement qu'il avait perdu. Le coup final fut porté directement dans le torse découvert de Hiroya. L'éclat le plus brillant de cette frappe illumina une fois de plus les quartiers voisins. Sans même regarder la dévastation causée par son coup, Kei se retourna et dit qu'Inuit l'avait encore trompé. Le numéro 13 était à peine sur le point de partir, mais l'instant d'après, il attrapa une aura d'une puissance incroyable. Cette puissance venait de l'homme qu'il venait d'assommer. Se retournant, Kei regarda dans la direction d'où venait la voix avec un air effrayé. La chose terrifiante qui avait pris le contrôle du corps de Hiroya ricanait du fait que le gamin avait perdu le contrôle de son corps et le lui avait remis une fois de plus. Ils se regardèrent à nouveau. Seulement maintenant, Kei ne ressentait pas le même avantage. Maintenant, il allait devoir combattre quelque chose de plus puissant. Le numéro 13 n'avait jamais entendu parler de quelque chose comme ça auparavant. Se tenant avec lui se trouvait exactement le même homme qu'il venait d'assommer, mais maintenant son aura était des centaines de fois plus forte que n'importe quelle créature que Kei avait vue depuis des années. Le rancher eut à peine le temps de penser au fait que c'était comme s'il faisait face à une créature complètement différente, mais le monstre l'attaqua immédiatement. De manière inattendue pour Kei lui-même, ses réactions ne furent pas suffisantes pour parer cette frappe rapide comme l'éclair. Les 3 coups de griffe ont atteint précisément la cible. Du sang jaillit des blessures du numéro 13. Le volume même de la force de cette créature était difficile à contenir dans sa tête. La créature marmonna qu'elle serait intéressée à arracher la tête du chasseur, mais le chasseur était déjà au bord de la mort. Soudain, le visage de Kei s'illumina de bonheur. Finalement, il avait trouvé un adversaire digne. À la même seconde, il fit une puissante fente dans une tentative de frapper son adversaire, mais il l'évita facilement. Mugen dit avec un sourire narquois qu'il avait reconnu la capacité de Kei il y a longtemps. Alors qu'il esquivait de plus en plus d'attaques du numéro 13,
il suggéra que sa capacité s'appelait compression. Continuant ses attaques, Kay dit que son adversaire avait deviné, et sa capacité s'appelle bien la compression. C'est alors qu'il prépara son attaque et murmura qu'il n'y aurait pas d'impact, mais que ça ferait juste mal. Le monstre semblait complètement réticent à esquiver les attaques. Kay tenta son attaque la plus forte. Cependant, la créature ne bougea même pas. Ignorant complètement les effets de l'attaque, Mugen nota que la capacité était assez intéressante. Puis un instant, il effectua son attaque éclair, ajoutant que, les Wazawa, n'ont pas de capacité similaire. Le fait que l'homme se soit appelé un monstre déconcerta complètement Kay, et il fut incapable de parer le coup. Le numéro 13 fut scellé dans le sol de toutes ses forces après un seul coup. Le monstre rit vicieusement et marmonna que l'homme n'était rien devant le pouvoir absolu. Cependant, le gars n'allait pas abandonner et prépara un nouveau sort. Se tournant brusquement vers son adversaire, il créa une sphère d'antimatière dans la zone de sa main gauche. La main de Mugen fut complètement vaporisée. Cependant, il sembla qu'il ne s'en souciait pas beaucoup. Après avoir murmuré que ce n'était qu'un corps de souris fragile, il commença à faire pousser un nouveau bras comme si de rien n'était. Quelques secondes plus tard, le membre fut restauré sous une forme beaucoup plus sinistre. Le numéro 13 n'avait jamais rien vu de tel de toute sa carrière. Il ne pouvait même pas imaginer un être humain ayant la capacité de régénérer des membres sectionnés. Ce n'était très probablement pas un être humain, mais quelque chose d'autre. Incapable de suivre les actions de son adversaire, Kay se laissa saisir par sa chemise. Comme quelque chose d'apesanteur, le monstre balança son adversaire et le jeta aussi fort qu'il le pouvait contre le mur du bâtiment. Allongé au milieu des décombres, Kay ne pouvait pas comprendre comment quiconque pouvait être aussi fort. Puis rassemblant ses dernières forces, il décida d'utiliser son atout décisif. C'était une capacité appelée sanctuaire de domination absolue. Un tel scénario rendit le démon encore plus excité, et il se précipita au combat avec une vigueur renouvelée. Pour les observateurs extérieurs, il semblait qu'une ville entière pourrait être détruite pendant la bataille de ces deux-là. Les rivaux se précipitèrent l'un vers l'autre avec une vigueur renouvelée. Beaucoup de ceux qui regardaient la bataille exigèrent qu'il s'arrête. Et au moment où la bataille était sur le point d'entrer dans une nouvelle phase, quelqu'un de la foule se précipita soudain vers les combattants. La réceptionniste vit cette personne et n'en crut pas ses yeux. Les adversaires s'étaient déjà presque affrontés dans un autre round de bataille. L'instant d'après, il y eut une énorme explosion, qui secoua les murs des bâtiments voisins. Cependant, lorsque la fumée se dissipa, tout le monde vit Seka Inouye se tenir entre les adversaires. Quelques instants avant la collision, il réussit à bloquer les coups des deux combattants. Mugen et Kay s'arrêtèrent et regardèrent dans la direction d'où venait Inouye. Là se tenaient les membres les plus forts de l'équipe Number. Mais même si l'un des Number était intervenu dans le combat, Kay ne pouvait toujours pas se calmer et était impatient de continuer à se battre. Soudain, la même fille apparut à côté de sa tête et dit que la bataille était terminée. Elle était également soutenue par Inuit, disant qu'il était temps d'arrêter de briser les règles et de ruiner la vie des gens. Soudain, Mugen tourna son attention sur lui-même. Disant qu'il y avait longtemps qu'il ne s'était pas vu, il leur rappela que la bataille n'était toujours pas terminée. Alors qu'il se préparait au combat, le monstre suggéra, comme il l'avait fait il y a 6 ans, qu'il ferait exploser toute la ville en petits éclats. Mais soudain, son contrôle sur son corps s'affaiblit brusquement. À ce moment, le subconscient du protagoniste reprit le contrôle de son corps, et l'agression diminua. Se retirant une fois de plus dans les entrailles de son subconscient, Mugen dit que ce corps était simplement dégoûtant. En se réveillant, la première chose que fit le protagoniste fut de se réjouir d'avoir pu vaincre à nouveau ce monstre. Il tomba presque au sol sans force, mais il fut soutenu par Inuit à temps. Le héros examina le corps du garçon. Ses traits lui semblaient familiers. Un incident récent fit surface dans ses souvenirs lorsqu'un pleurnichard avait demandé à l'emmener au 10. Prenant l'enfant dans ses bras, il s'éloigna du récent champ de bataille. Juste à ce moment-là, Kay l'appela et lui dit que c'était sa proie. Inou ordonna au numéro 13 de s'écarter d'un ton dur, expliquant que son équipe prenait en charge le traitement de cet enfant. En réponse au regard indigné de ses interlocuteurs, Inou lui rappela qu'il voulait seulement savoir si ce gamin était leur allié ou non. Le numéro rappela juste que Kay venait de violer la loi, ce à quoi ce dernier répondit qu'il s'en fichait. Inou répondit à une autre grossièreté en lui rappelant qu'il était grand temps de choisir un camp pour lequel se battre. Hiroya reprit ses esprits assis sur une chaise dans une pièce sombre. Immédiatement, il réalisa qu'il n'y avait aucun moyen de bouger car ses mains étaient liées et son cou attaché à la chaise. Une voix derrière lui demanda soudain comment il dormait. Reconnaissant son idole debout derrière lui, le gamin s'excita et se présenta. Au lieu de rendre les salutations, Inou commença soudain à énumérer les accusations qui étaient attribuées au protagoniste. Les autres membres du 10 se tenaient également à côté de lui, qui restèrent simplement silencieux. Le verdict soudain pour la violation retentit comme le tonnerre. Number condamnait Kwagami Hiroya à mort. Soudain, le gars sentit une bouffée de l'aura de quelqu'un derrière lui. Il réalisa qu'il semblait que ce n'était pas une blague, et que personne n'allait l'écouter. Au même instant, une énorme silhouette de squelette avec une faute tout aussi énorme apparut derrière son dos. Inou murmura que la sentence serait exécutée ici et maintenant. Après avoir regardé le squelette,
le type a réalisé qu'il était contrôlé par cet homme en cape et lunettes du top 10 des plus forts. Le protagoniste a demandé à ne pas le tuer, mais ce membre a froidement répondu qu'il faisait ce qu'on lui disait. Hiroya a regardé avec horreur la mort qui approchait à grands pas. Il semblait être le seul à comprendre ce qui se passerait s'il était tué. Sachant que le démon à l'intérieur prendrait le contrôle de son corps dès qu'il mourrait, Hiroya a demandé à Inu de lui donner une chance de parler. Cependant, il semblait déjà avoir pris sa décision finale et n'allait pas la changer. Quelques secondes avant l'exécution de la sentence, le protagoniste a réussi à lâcher qu'il y avait une essence à l'intérieur de lui. Mais à peine avait-il fini de parler que le squelette avec une faux a frappé un coup rapide. Un certain temps s'est écoulé, et le type a ouvert les yeux. Puis il a réalisé que le squelette avait seulement coupé la chaîne reliant son cou à l'arrière de la chaise. De plus, ses mains étaient également détachées, et lui-même était complètement indemne. À ce moment, Inu a froidement dit que c'était comme il le pensait. Il s'est excusé auprès du jeune homme et a dit qu'il voulait seulement entendre toute la vérité de sa bouche. Le membre a pointé le protagoniste et a dit que toutes les actions destructrices effectuées par cet enfant étaient en fait dues au Wasawe assis à l'intérieur de lui. Inu a ensuite regardé la caméra et a demandé s'il voulait vraiment toujours exécuter la sentence de mort. Après un court silence, la voix a répondu que le gouvernement faisait confiance au Number pour le faire. Mais s'il faisait une erreur, Inu serait personnellement puni en tant que leader. Le héros était entièrement d'accord et a promis qu'il n'y aurait pas d'échec. Le représentant du gouvernement a également rappelé qu'ils allouaient d'énormes budgets pour combattre les Wasawe, et la tâche du héros est de nettoyer ce monde des monstres dès que possible. Inu s'est incliné respectueusement et a dit que son équipe y travaillait. Après la fin de la réunion, l'un des 10 a dit qu'il devait partir en urgence. C'était le numéro 2 des Numbers, Mekyo Kuruzu. Il a dit qu'il était actuellement occupé par quelques petites affaires. De plus, la représentante la plus attirante des Numbers dans la pièce était possible, le numéro 10 nommé Mimimi Shinome. Immédiatement, 3 Numbers légendaires sont venus décider de son sort. Avant de partir, Caruso a soudainement dit qu'il pensait que le type devrait être exécuté de toute façon car il pensait que tous les facteurs de risque devraient être éliminés. Le protagoniste a été surpris quand il a demandé à son sauveur pourquoi il ne l'avait pas laissé être exécuté, pourquoi il croyait qu'il y avait vraiment un démon vivant à l'intérieur de lui. Inu a répondu avec un sourire qu'il avait juste un très bon odorat et qu'il pouvait sentir que le type sentait fortement le Wasawe. En outre, on pouvait le dire par le changement soudain de personnalité et le comportement extrêmement agressif. De plus, la veille, le garçon ne sentait pas comme un Wasawe. Résumant également le fait que Hiroya était présent lors de l'explosion de la maison à Shibuya, Inu a supposé que le démon interagissait d'une manière ou d'une autre avec le garçon. Quoi qu'il en soit, cette situation était sans précédent. Alors Inu a demandé au protagoniste de tout raconter en détail. En regardant son idole, le type a ressenti des émotions extrêmement positives. Malgré tout ce qui s'était passé, il était heureux d'être arrivé jusqu'à lui. Hiroya a commencé son histoire en expliquant qu'il y avait un Wasawe vivant à l'intérieur de lui. À cause de lui, les autres monstres essaient d'attaquer le type. De plus, il avait déjà été attaqué dans le métro aujourd'hui. Il s'est avéré qu'Inu avait déjà entendu parler de cet incident. À ce moment-là, Hiroya s'est sérieusement demandé s'il devait continuer à lui raconter. Après avoir rassemblé ses pensées, il a décidé de tout raconter du début à la fin. Mais à ce moment-là, leur conversation a été interrompue par un rugissement assourdissant derrière Inu. Derrière lui se tenait un homme dans une veste rose, et devant lui gisait le cadavre d'un des Wasawe. L'homme blond a souri en disant bonjour à Inu et lui a demandé depuis quand leur ville était devenue un lieu de rencontre pour les monstres. Il a noté avec agacement qu'il avait tué au moins 3 Wasawe similaires sur son chemin ici. Ne prenant pas la peine d'écouter les arguments de sa connaissance, le blond a immédiatement noté qu'il continuait à sentir la présence de monstres dans cette pièce. Il a regardé avec colère le protagoniste, réalisant que l'odeur venait de lui. L'instant d'après, il a porté un coup écrasant à l'estomac d'Hiroya. Le type, qui n'était absolument pas préparé à ce tournant des événements, a failli mourir. Inu s'est précipité avec crainte vers l'enfant tandis que sa connaissance continuait à marcher sur le côté. Le chef des Numbers a crié à son collègue de travail avec rage, l'appelant par le nom de Tayo. Ce dernier, à son tour, s'est approché de l'enfant gémissant et a dit que le gamin ressemblait vraiment à un humain de près. Le protagoniste a reconnu l'homme nommé Kazuki Tayo, qui était le numéro 4, dans ce regard mauvais. L'homme au manteau rose a demandé avec surprise pourquoi ils avaient laissé l'homme infecté en vie. Inu a répondu que c'était sa décision. En réponse à l'indignation de son collègue quant à savoir pourquoi il n'écoutait pas les opinions de chacun des 10, Inu a expliqué qu'il n'allait pas attendre que chacun des 10 prenne de telles décisions. Tayo a alors dit qu'il était déjà là, et son opinion devrait être écoutée. Sans laisser une seconde penser à son chef, Tayo a activé la capacité de sentence de mort. L'homme blond a alors crié avec rage que ce gamin Wasawi devrait mourir tout de suite. Le protagoniste n'a pas eu le temps de réagir à cet éclat, et immédiatement une explosion s'est produite. Ouvrant les yeux, le type a vu qu'Inu avait jeté Tayo au sol et a dit que la décision avait déjà été prise. En colère, le numéro 4 a repoussé son collègue et lui a dit de ne pas le mépriser. Il a accusé avec mépris Inuit de prendre des décisions dans son propre esprit sans consulter personne depuis longtemps maintenant.
Inu, à son tour, a rappelé à son ami que leur objectif principal était de détruire les Wazawa et de rétablir un ordre pacifique. Il a pointé du doigt le personnage principal et a dit que les gens comme lui qui étaient capables de sympathiser avec les monstres étaient inestimables. À la fin, Inu a ajouté qu'il devrait être la lumière qui sauvera tous les êtres vivants. Cependant, Taiyo n'a pas pu être apaisé, disant qu'une personne aussi faible et sans valeur ne pouvait pas être celle qui sauverait le monde. Soudain, Hiroya a dit qu'il réalisait qu'il n'était pas un membre précieux de la société. Mais maintenant, un fort Wazwe a possédé son corps, et il ne sait pas ce qui pourrait arriver bientôt. C'est pourquoi il est venu ici pour résoudre ce problème. Après cela, le type a demandé à son idole de réaliser une de ses demandes. Hiroya voulait qu'Inu le tue au cas où son corps serait soudainement possédé par un démon à nouveau. Une telle demande très audacieuse d'un garçon de 17 ans a frappé le chef des 10 au plus profond de lui-même. Il a caressé la tête de l'enfant et a dit que les mots qu'il avait prononcés maintenant faisaient de lui un homme vraiment fort. Inu a promis qu'il essaierait de résoudre le problème et de trouver la meilleure issue à la situation. À ce stade, Taiyo s'est dirigé vers la sortie, ajoutant qu'il ne soutenait pas cette idée et qu'il ne faisait pas confiance à ce gamin. La position du numéro 4 était inchangée. Seulement si tous les Wazwe mouraient, l'humanité aurait un avenir pacifique. Après avoir mentalement dit au revoir à son collègue, Inu s'est tourné vers Hiroya, lui disant qu'il devrait réaliser l'amère vérité. À partir de ce moment-là, la vie pour le garçon a changé en avant et après. Il n'y avait aucun moyen de revenir à son ancienne vie. Maintenant, il commençait à travailler côte à côte avec les Numbers. Au début, Hiroya pensait que c'était exactement ce dont il avait rêvé. Mais ensuite, il s'est souvenu de l'attitude des Numbers envers lui. Inu a dit que le type allait avoir une période très difficile, ce qui serait difficile pour lui de s'y habituer. Mais afin d'égayer sa vie d'une manière ou d'une autre, Inu a pensé à changer un peu l'image du type. Après un certain temps, le protagoniste a changé pour un nouvel uniforme. C'était l'uniforme officiel de l'association des Numbers délivré pour les candidats. Soudain, Inu s'est souvenu que lors de leur récente réunion, Hiroya lui avait demandé comment devenir un Number. Le chef des Numbers a expliqué qu'il n'était pas à ce poste parce qu'il avait travaillé dur. Pourtant, il détient le meilleur score en termes de Wazawa tués et de personnes sauvées. Par conséquent, afin d'atteindre le top 10, Hiroya doit prouver qu'il est utile à l'humanité. Après un discours entraînant, Inu a dit qu'il enverrait des tâches par l'intermédiaire de Rin et a immédiatement demandé à Hiroya la permission de l'ajouter en tant qu'ami, ce à quoi il a facilement consenti. Après cela, le type choqué a été emmené dans son nouvel appartement. En regardant la correspondance avec son idole, il a pensé au fait qu'aujourd'hui, ce sont des centaines de vies déjà vécues. Soudain, un message est apparu sur son téléphone indiquant qu'une porte Wazawai avait été découverte dans l'un des quartiers. Le silence de la ville la nuit n'a été rompu que par des alertes indiquant aux civils de quitter la zone de découverte de la porte. Avec 17 minutes à attendre avant que les créatures n'envahissent, le protagoniste a été le premier à arriver sur les lieux. Les représentants des classes supérieures de monstres peuvent être détectés avant même le début de l'invasion. Dans de tels cas, la tâche du chasseur était de détruire les créatures de la porte dès que possible. C'était censé être facile pour deux personnes d'accomplir cette tâche, surtout quand votre partenaire est le numéro 4. Hiroya fut très surpris d'apprendre que son partenaire ce soir serait Taiyo. Sans aucun doute, le caractère du numéro 4 est très difficile, mais c'était une personne unique à sa manière. Ayant quitté sa famille au début de ses études, il avait amassé sa fortune. Et maintenant, Taiyo n'est pas seulement l'une des personnes les plus fortes au monde, mais aussi l'une des plus prospères du Japon. Hiroya pensa à peine à cet homme surnommé le roi de la nuit, mais immédiatement l'homme apparut dans le dos du protagoniste. Froidement, fixant son partenaire du regard, Taiyo l'avertit que pour tout retard, même d'une seconde la prochaine fois, il tuerait le garçon. Mais soudain, sans crier gare, le numéro 4 se leva brusquement de son siège et dit qu'il n'avait pas besoin d'excuses pour tuer ce morveux de toute façon. En colère, il traita son partenaire de monstre. Ce revirement de situation avant même qu'Hiroya n'ait commencé le balayage du portail n'était certainement pas prévu. Taiyo attaqua le protagoniste à la vitesse de l'éclair, mais au dernier moment, il réussit à esquiver un coup puissant. Cependant, son coup atteignit la joue du type, qui se mit immédiatement à saigner. Hiroya demanda à son partenaire d'attendre qu'il lui pose quelques questions. Cependant, Taiyo interrompit le morveux et dit que c'était seulement parce que Seka Inoue le soutenait. Hiroya voulait vraiment comprendre ce qui se passait entre ces deux-là et pourquoi ils se détestaient. Le roi de la nuit se dirigea vers son partenaire, disant que même si le chef des Numbers l'avait laissé en vie, il n'était pas d'accord et allait maintenant tenir son propre procès. Il restait encore 15 minutes avant l'arrivée des monstres. C'est le temps dont le protagoniste avait besoin pour tenir bon. Hiroya balbutia devant son idole, mais Taiyo le fit taire immédiatement et dit que seules ses règles et rien d'autre fonctionnaient ici et maintenant. Le temps continuait de passer lentement. Le roi de la nuit suggéra alors qu'il ne faudrait pas trop de temps pour commencer. Après avoir rassemblé ses pensées, Hiroya adopta une position de combat et dit qu'il était prêt à être un adversaire pour Taiyo. Pendant ce temps, dans la tour des Numbers, quelqu'un travaillait encore. Inu, qui était en contemplation, était également éveillé. Mimimi, qui passait par là,
le salua et lui demanda pourquoi il les avait envoyés tous les deux en mission ensemble. Elle était certaine que le garçon ne reviendrait pas vivant de la mission. Inoue expliqua sa décision en disant qu'il pensait que Taiyo était un adulte et ne ferait rien de stupide. Son plus grand espoir reposait sur Kwagami Hiroya, dont le potentiel, même en excluant les effets de l'influence du démon, était immense selon lui. Le chef des Numbers croyait qu'il y avait quelque chose de spécial qui se cachait à l'intérieur de ce type. Au même moment, une bataille féroce entre les deux partenaires se poursuivait dans la zone de l'usine. Contrairement au numéro 13, le numéro 4 n'était pas aussi rapide. Cependant, il était capable d'infliger d'énormes dégâts même à distance. Décidant que la vitesse relativement égale pouvait l'aider, le protagoniste décida de contre-attaquer. Mais soudain, c'était comme si son corps s'était engourdi. Hiroya regarda son bras et fut horrifié. C'était très probablement une sorte de capacité de Taiyo, et en effet sa capacité provoquait l'infection des zones coupées et la douleur aiguë qui en résultait. Après quelques dizaines de secondes, Hiroya était presque complètement immobilisé. Il avait effectivement perdu la bataille inégale. Taiyo, toujours confiant en sa supériorité, serra la gorge du type et lui dit qu'il ne pouvait pas être l'espoir de l'humanité. Il le faisait rire que le morveux ne puisse même pas prononcer ces derniers mots car sa gorge était déjà affectée par le poison. Laissant le morveux mourir seul, Taiyo se retourna et se dirigea vers le portail. Soudain, il entendit le morveux halter qu'il ne tolérerait pas les insultes envers Sekai Inuit. Le numéro 4 se retourna et vit son adversaire se relever lentement. Son aura changea radicalement à ce moment-là. Gardant son équilibre, Hiroya dit qu'il ne laisserait personne penser qu'il était si facilement vaincu. En regardant le visage en pleurs du garçon, Taiyo ne pouvait toujours pas comprendre pourquoi il était encore en vie. Taiyo répondit qu'il ne pouvait pas bien traiter Inuit car sa vraie nature est beaucoup plus effrayante et sombre. Enragé, Hiruya cria qu'Inuit était le seul à croire en lui, et le type ne tolérerait pas de tels mots sur son idole. Le numéro 4 dit froidement que ce genre de foi aveugle était très dangereux. Il utilisa alors immédiatement une autre capacité appelée neige violette. Soudain, de la neige d'une couleur inhabituelle commença vraiment à tomber du ciel. Mais avant que le protagoniste ne s'en rende compte, des oiseaux morts commencèrent à tomber au sol après les magnifiques flocons de neige. Le bruit des corbeaux tombant morts effraya le type. En regardant à nouveau vers le ciel, il réalisa que la neige était toxique. À la même seconde, une douleur aiguë perça son corps, et du sang jaillit de ses yeux, de son nez et de sa bouche. Il réalisa que la capacité de Taiyo était en fait une arme de destruction massive. Incapable de garder son équilibre plus longtemps, il tomba au sol. Regardant pensivement la neige qui tombait, Taiyo nota qu'aucune créature vivante ne pouvait survivre à cette capacité, et il était donc encore plus intéressé de savoir comment Hiroya avait réussi à survivre. Saignant, le type lutta pour se remettre sur ses pieds. Au même moment, son aura était encore plus forte qu'elle ne l'avait été après que le 4e numéro eut utilisé sa capacité passée. Taiyo supposa que l'adversaire avait la capacité d'ignorer les poisons. Il n'avait pas d'autre explication au fait que le garçon était toujours en vie. Très probablement, sa force était due aux capacités du monstre à l'intérieur de lui. La carte de données banale du protagoniste contenait un mystère. Là où la capacité aurait dû être affichée, il y avait un tiret. Dans un accès de rage, Inuit cria qu'il ne céderait jamais son corps à Wazawe. Un tel revirement de situation exaspéra encore plus Taiyo. C'était la première fois qu'il affrontait un homme résistant au poison. Les adversaires s'affrontèrent dans une mêlée rapide comme l'éclair pour enfin décider de l'issue de la confrontation. Pendant plusieurs minutes, ils se frappèrent avec des coups rapides. Cependant, alors qu'ils étaient absorbés par la confrontation, ils ne remarquèrent pas que le temps d'ouvrir le portail était écoulé. Une seconde plus tard, une lueur brillante illumina le portail et il commença à s'effondrer. Au même moment, une énorme créature fit irruption dans le monde des humains, bloquant le chemin des deux héros. Les deux garçons regardèrent le monstre avec dédain. L'apparition d'un oiseau au milieu d'une bataille aussi acharnée semblait déplacée. Dans un accès de rage, les éleveurs se jetèrent sur la créature et la mirent en pièces en un clin d'œil. Puis le portail s'effondra finalement avec un grondement sinistre. Les rivaux ne prêtèrent aucune attention à l'énorme explosion qui suivit. Ils se jetèrent l'un sur l'autre avec une vigueur renouvelée pour décider de l'issue de la confrontation. Cependant, l'annonce sur le haut-parleur que les oiseaux du portail avaient été vaincus les arrêta. Une voix féminine agréable remercia toutes les personnes présentes pour leur coopération et déclara la zone de bataille temporairement fermée. Ajustant ses cheveux, Taiyo reconnut que le garçon s'était battu loyalement contre lui. Son regard changea soudainement, et il demanda au protagoniste s'il voulait partir avec lui. Une telle offre surprit énormément Hiruya, et il répondit que même s'il était ravi, il avait foi en Inuit. Taiyo se retourna alors et s'éloigna, ajoutant enfin qu'il avait averti le type. Le protagoniste dit au revoir, laissé à lui-même. Les paroles de Taiyo à propos d'Inuit l'avaient alerté. À l'époque, il n'avait jamais imaginé qu'à partir de ce moment, le numéro 4 disparaîtrait sans laisser de traces. En rejoignant Inuit, Hiroya parla de l'incident. Le chef des Numbers s'excusa auprès du protagoniste, ajoutant qu'il ne pensait pas que Taiyo était capable de faire une telle chose. Inuit assuma la responsabilité de ce qui s'était passé car il ne pouvait pas prévoir une telle issue. Le garçon embarrassé cria au téléphone que le chef n'avait pas à s'excuser.
Inu ajouta alors que les erreurs familiales sont une responsabilité familiale, et il s'excuse pour ce qui s'est passé en tant que frère aîné. Une telle déclaration de l'idole choqua le protagoniste. Il n'avait aucune idée qu'Inu et Taiyo étaient frères. Le type s'exclama que parmi les gens ordinaires, personne n'est au courant, car même lui n'a jamais entendu parler d'une telle chose. Inu confirma la spéculation de Hiroya en disant qu'il ne l'avait pas divulguée. Il demanda alors si Taiyo avait dit quelque chose à son sujet. À ce moment-là, le protagoniste se figea. Il se souvint parfaitement des paroles de Taiyo sur la nature sombre d'Inuit. Hiroya comprit qu'il ne pouvait pas faire entièrement confiance à tout le monde, surtout à ceux qu'il connaissait depuis quelques jours. Alors, le type décida de mentir, disant que Taiyo n'avait rien mentionné de précis. Inu dit qu'il comprenait parfaitement et ajouta qu'ils avaient réussi la mission de toute façon. Puis il suggéra au type de retourner au siège dès que possible. Le lendemain, Hiroya alla à son école pour la première fois depuis longtemps. Il lui semblait qu'il n'était pas venu ici depuis longtemps. Plus tôt dans la matinée, Inu avait suggéré au garçon d'aller à l'école. Face aux inquiétudes de Hiroya d'être attaqué par Wasawe pendant ce temps, il répondit qu'il devait dire au revoir à l'école à cause de sa nouvelle mission. Il demanda à sa secrétaire nommée Shizuka d'informer le protagoniste s'il y avait une attaque soudaine de monstres. Après cela, le chef des Numbers suggéra au type de profiter correctement de son dernier jour à l'école. Hiroya était très nerveux parce qu'il n'avait aucun bon souvenir de sa scolarité. Soudain, une voix forte appela le protagoniste derrière lui. Il se retourna et vit la silhouette puissante du principal Okabe se dresser au-dessus de lui. Les yeux du garçon revinrent sur les mauvais souvenirs de la façon dont cet homme terrible l'avait humilié tout au long de sa scolarité. Maintenant, le principal Okabe regardait à nouveau Hiroya avec un regard maléfique. Le garçon commençait déjà à trouver des excuses pour ses quelques jours d'absence, anticipant une autre raclée. Mais soudain, le principal tapota avec un sourire l'épaule du protagoniste et dit que quelques absences supplémentaires n'étaient pas un problème pour la fierté de l'école. Un tel changement brusque dans le ton du principal rendit le garçon très méfiant. Soudain, il entendit plusieurs filles dans la foule pointer du doigt avec enthousiasme dans sa direction, disant qu'il était ce candidat légendaire des Numbers nommé Kwagami Hiroya. Hiroya était finalement à court de mots lorsque quelqu'un dans la foule le reconnut comme l'homme qui avait vaincu Wasawe lors du récent incident. Il ouvrit immédiatement le premier site d'information qu'il put trouver sur son téléphone et se vit à la une. Son apparition à l'école causa un certain émoi. Des questions sur les Numbers et son implication dans cette bataille affluaient de toutes parts. De tous les côtés, il recevait des regards extatiques, et les gens surveillaient chacun de ses mots. Soudain, un grand homme blond en veste rouge apparut dans la foule et se fraya un chemin directement vers le protagoniste. Cet homme volumineux était l'un des membres du gang de Tamba. En réponse à une autre insulte, Hiroya dit nerveusement qu'il avait entendu dire que Tamba était hospitalisé. De façon inattendue, le brute dit qu'il n'était pas intéressé par le sort de leur chef. De plus, il traita le protagoniste de type incroyable. Le brute murmura qu'il était un grand fan de Mimimi Shino mais demanda au garçon d'obtenir son autographe à la première occasion. Hiroya dit qu'il l'avait déjà vu en vrai, ce qui rendit la foule incroyablement excitée. En regardant les regards enthousiastes des élèves de l'école, le type ne pouvait pas croire ce qui se passait. Il s'avère que l'école peut encore être intéressante et amusante. Le dernier jour lui donna une tempête d'émotions et des moments inoubliables. Assis dehors pendant sa pause déjeuner, Hiroya pensait à quel point il était heureux de sa situation actuelle. Pendant un instant, il pensa même que cet endroit lui manquerait. Le type réalisa qu'il ne pourrait plus jamais revenir à cette époque, et cela le rendit triste. Avant qu'il ne s'en rende compte, une grosse voiture percuta la clôture du terrain de jeu de l'école. Lorsque la poussière se dissipa, Hiroya regarda le conducteur avec surprise. C'était la secrétaire d'Innocent qui dit qu'elle avait reçu l'instruction de précipiter le protagoniste au siège de l'association des Numbers. Mettant rapidement Hiroya dans la voiture, Shizuka fit demi-tour et se précipita vers le centre-ville. Les camarades de classe restant des camarades de classe du protagoniste sur le terrain dévasté le fixèrent avec une attention passionnée. En quelques minutes, ils traversèrent rapidement plusieurs dizaines de pâtés de maisons et se précipitèrent au quartier général. Inu les attendait déjà là. Avec un sourire sur son visage, il demanda à Hiroya comment s'était passé son dernier jour d'école. Cependant, le type était à peine conscient après une course aussi rapide effectuée par Shizuka. Reprenant conscience, il dit joyeusement qu'il n'avait jamais reçu autant d'attention. Il supposait que c'était seulement possible après avoir vaincu ce Wasawe. Inu sourit et dit que le garçon était négatif comme toujours, expliquant qu'il considérait tout cela grâce à sa force dans une telle situation. Regardant dévotement dans les yeux de son idole, Hiroya répéta après lui que c'était grâce à ses pouvoirs. Après cela, Inu dit que le garçon continuerait d'accompagner Nomi en mission. Il expliqua que chacun des meilleurs classements avait sa propre bizarrerie, et le type aurait des problèmes sans fin. Après avoir expliqué la situation, il précisa au protagoniste s'il pouvait l'accepter. Ils sont à bout de souffle. Le type dit qu'il était prêt à tout. Puis Inu demanda à sa secrétaire de donner plus de détails sur l'incident qui s'était produit récemment. La fille expliqua qu'elle devrait d'abord faire une petite introduction au sujet. Prenant le schéma dans ses mains, elle expliqua que les monstres utilisent des portes pour passer de leur monde au monde humain. Comme pour le transfert de données,
Il faut plus de temps au monstre plus fort pour se déplacer. En regardant le visage du garçon, elle demanda pourquoi il riait. Hiroya expliqua qu'il était très amusé par le schéma. Shizuka cria alors nerveusement qu'il était temps pour le garçon de grandir et de se concentrer sur l'affaire en question. Après cela, elle continua à expliquer. Ainsi, la porte de haute qualité affiche un compteur jusqu'à la fin du mouvement de Wazawa. Quand cela se termine, le monstre apparaît. La fille expliqua ensuite qu'une étrange porte s'était récemment ouverte à Yokohama. Ils ont été surnommés la porte qui ne produit rien. Après leur apparition, des classeurs de haut rang y ont été envoyés pour garder la zone environnante et attendre l'apparition des monstres. Cependant, personne n'est jamais sorti de la porte, et ils ont demandé au personnel de continuer à les surveiller. Après un certain temps, la porte s'est soudainement effondrée. Mais au lieu de Wazawa, quelque chose appelé brouillard noir est sorti. Lorsque le type lui a demandé ce qu'était le brouillard, Inu expliqua que cela rendait la communication radio difficile et réduisait la visibilité dans son rayon. Comme il n'y avait pas encore eu de situation similaire et que les effets du brouillard n'étaient pas entièrement compris, il a été décidé d'augmenter le nombre de ranchs autour de la zone. Le type a été chargé d'entrer dans la zone, d'aider à évacuer les employés, de sceller la porte. Juste au moment où le protagoniste pensait qu'il était tout simplement impossible de le faire, il entendit la voix de quelqu'un derrière lui. Se retournant, Hiroya vit un homme avec du sang jaillissant de sa bouche. C'était un homme blessé, à peine capable de tenir debout. À peine capable d'aligner quelques mots, il se tourna vers Inuit. Relevant la tête, l'inconnu dit qu'il était maintenant tué par le Wazawa de façon permanente et qu'il ne pourrait plus aider l'humanité. Faisant quelques pas de plus dans le bureau, il s'effondra, haletant qu'un autre number devrait être affecté à la mission en cours. Pris de panique, Hiroya se précipita vers l'homme, le reconnaissant comme l'un des numbers nommés Sasaki. Ne sachant que faire, le garçon se tourna vers son idole et cria qu'il devait aider cet homme. Cependant, le regard d'Inu à ce moment-là était rempli de honte. Lorsque les cris se calmèrent, il dit à son collègue qu'il devait cesser d'agir comme un enfant et lui rappela qu'il était inutile de se battre contre les affectations de cette façon. Après ces mots, Sasaki prit une profonde inspiration. Se tournant vers l'homme blessé, Hiroya vit l'homme se lever calmement. À la même seconde, le plâtre sur ses bras se fissura et s'effondra. Jetant sa béquille sur son épaule, Sasaki répondit au number 1 que cela lui faisait mal d'entendre ça. Soudain, il s'approcha du protagoniste et demanda qui il était, notant qu'il ne l'avait jamais vu ici auparavant. Avant que le type ne puisse répondre, le visage de son interlocuteur afficha à nouveau une grimace de douleur. Il tomba à nouveau par terre et commença à dire qu'il avait mal à penser, à se tenir debout et même à s'asseoir. Ne comprenant pas ce qui se passait ici, le protagoniste répondit que son nom était Kwagami Hiroya. En réponse, Sasaki répondit indifféremment qu'il avait entendu parler d'un gamin qui avait causé un tel remue-ménage dans l'association. Il se tourna ensuite vers Inuit et lui demanda de lui donner une recommandation pour Yokohama afin qu'il puisse régler rapidement le problème. Le number accepta l'offre de son collègue et l'affecta à cette mission. Mais ensuite, Inuit ajouta qu'en plus de fermer la porte, il devrait emmener Hiroya avec lui et le former en tant qu'instructeur. Une telle complication de la tâche n'était pas dans les plans de Sasaki. Accablé de désespoir, il cria à travers la pièce. Sasaki s'exclama qu'il ne s'était pas inscrit pour quelque chose comme ça et qu'il ne voulait pas faire une tâche aussi ennuyeuse. Inu essaya de calmer son collègue en disant que le briefing des candidats faisait partie des tâches des numbers. Surpris, Sasaki cria que son mot préféré était « décision », car il ne voulait pas réfléchir inutilement. Allongé sur le sol, il continua à se débattre hystériquement et cria qu'il était agacé par tout ça. Ce genre de singerie de l'une des personnes les plus fortes du monde fit enfin comprendre à Hiroya que ces gens n'étaient pas bien dans leur tête. Après un moment, un hélicoptère sortit du quartier général de l'association des rankers du côté de Yokohama. La ville recouverte de brouillard entra en vue. Il cria à son partenaire qu'il pouvait voir l'endroit d'où venait le brouillard. Apprenant cela, le gars vit un number se débattre hystériquement, criant qu'il avait peur des hauteurs à cause de l'aérophobie. S'évanouissant sans cesse, Sesek cria que de tels vols étaient une discrimination contre les numbers. Après quelques cris hystériques, il finit par s'évanouir. Le garçon jeta un coup d'œil nerveux au number et fut convaincu que ce rancher n'était pas bien mentalement. Après un moment, l'hélicoptère déposa les héros près du brouillard. Le protagoniste déclara que cette chose avait l'air très inquiétante de l'extérieur, et il se demandait ce qui se passait à l'intérieur. Se souvenant qu'il devait sceller la porte, le gars se tourna vers son partenaire et lui demanda comment faire. Cependant, ce dernier était une fois de plus hystérique sur le sol, criant qu'il souffrait de douleurs musculaires, de malnutrition et de dépression crânienne dans des moments comme celui-ci. Laissant le number paniquer sur un banc voisin, Hiroya décida de traverser le brouillard seul. Réalisant que son partenaire ne lui avait laissé aucun choix, le garçon se demanda pourquoi il était toujours un des numbers. Hiroya regarda nerveusement vers le brouillard et se demanda s'il pouvait y arriver seul. Après avoir rassemblé ses pensées, le gars décida que pour le bien des Inuits, qui croyaient en lui, il ferait n'importe quoi. Mais dès qu'il toucha à peine le brouillard, il fut immédiatement aspiré à l'intérieur. Pendant ce temps, la fumée violette continua de se répandre dans la ville et atteignit le banc où Sasaki était allongé.
Le nain dit fatigué que même ainsi, il n'était pas autorisé à se reposer. Pendant ce temps, le protagoniste était tiré de plus en plus loin dans le brouillard. Après un moment, il fut jeté dans un linceul sombre. La visibilité autour de lui était d'environ 0, et il était impossible de voir dans quelle partie de la ville il se trouvait. Hiroya supposa que les équipes d'avancée avaient probablement aussi été entraînées dans ce brouillard de la même manière. Juste au moment où il pensait pouvoir les trouver ici, il fut immédiatement attaqué par quelque chose. Se mettant brusquement de côté, le gars essaya de bien regarder son adversaire. Cependant, à sa grande surprise, au lieu d'un adversaire, Royo vit plusieurs mains se tendre vers lui directement depuis le brouillard. Ce qu'il vit lui fit penser que ce brouillard était un grand oiseau. Le protagoniste réalisa qu'il allait livrer une dure bataille et activa sa capacité d'éveil infini. Il réussit à esquiver plusieurs fois les coups des mains brumeuses. Après avoir attendu le bon moment, Hiroya essaya d'attaquer la créature, mais soudain, sa main glissa à travers la brume. L'entité dispersée commença à former de nouveaux membres. Le gars réalisa qu'il ne pourrait pas faire de dégâts avec de simples attaques. Alors qu'il réfléchissait à ce qu'il pouvait faire, soudain, une attaque de monstre le rattrapa. Hiroya n'eut aucun mal à bloquer le coup, qui était incroyablement puissant. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, il fut saisi par une autre main dans la même seconde. Le gars ne pouvait pas bouger, et plusieurs des mains de la créature se tendaient déjà vers lui. Oiseau commença à asséner coup après coup au protagoniste. Le Hiroya battu essaya de comprendre pourquoi ces attaques le traversaient alors que le monstre n'avait aucun problème à le frapper. Rassemblant toutes ses forces, il se libéra de l'emprise tenace de la créature. Réalisant que ses efforts ne suffiraient pas à gagner maintenant, il décida de battre en retraite. Hiroya décida que la seule chose plus stupide que de se battre sur le territoire de l'ennemi pourrait être de se battre contre un ennemi dont on ne connaît pas les caractéristiques. Avec ses pensées, il accéléra vers la sortie. Allongé sur le banc, Saseki sentit que le garçon avait décidé de s'enfuir. Il pensa que le type devait avoir une sorte de plan. Alors qu'il se cachait derrière l'une des maisons, le protagoniste vit des mains volées. Cela signifiait que la créature le cherchait. Outre le fait que le monstre pouvait voir dans une telle obscurité, Royo supposa que le oiseau avait un corps principal quelque part contrôlant ses mains. Essayant de chercher des informations au fond de sa mémoire, le gars se souvint avoir lu un livre sur tous les oiseaux une fois. Il décrivait l'histoire de la façon dont l'un des rankers avait rencontré un monstre liquide, plus tard appelé un slim. De telles créatures pouvaient contrôler l'eau et attaquer avec elle. Royo se souvint que ce ranker avait utilisé une méthode assez risquée pour vaincre le slim. Même en lisant l'histoire, le gars se demanda si une telle chose était applicable à la lutte contre Oizawa. En marchant plus loin dans le pâté de maison, il tomba soudainement sur quelque chose qui secoua son esprit d'adolescent. Plusieurs ranchers étaient suspendus par une force invisible dans les airs et ne montraient aucun signe de vie. Horrifié, le protagoniste reconnut ces personnes comme étant le groupe avancé envoyé plus tôt pour explorer ce brouillard. Le sentiment initial que ces hommes étaient tous morts était faux. Ils respiraient encore, mais c'était comme s'ils étaient dans un sommeil profond. Hiroya décida de les sauver par tous les moyens car le temps passait inexorablement. Créant une puissante explosion d'aura, il cria pour attirer l'attention du monstre sur lui. Sentant le monstre approcher devant lui, le gars se précipita vers cette direction. Soudain, l'espace devant lui devint aussi lumineux que le milieu de la journée, et 10 lames brumeuses volèrent vers lui. Roya n'avait pas compté sur autant de cibles à la fois. Se tenant dans une position protectrice, le protagoniste essaya de se mettre à l'abri des coups coupants. Après avoir attendu un moment, il échappa rapidement au coup du monstre et se dirigea dans la direction d'où venait l'aura de ce oiseau. Cependant, au bout du chemin, il fut inopinément confronté à une impasse. Soudain, derrière lui, Hiroya entendit un grognement inhabituel. Quand il se retourna, il vit une créature devant lui qui ressemblait à un gobelin. Réalisant que c'était le propriétaire de cette capacité, le gars accéléra à une vitesse incroyable, se vaporisant littéralement face au monstre. Le monstre regarda autour de lui, confus, à la recherche de l'homme, mais il était beaucoup plus rapide que la créature et se préparait déjà à l'attaquer d'en haut. Ayant une supériorité absolue sur le monstre, Oroya se prépara à le tuer à coup sûr. Mais à ce moment-là, Seizuki, qui était allongé sur le banc, réalisa qu'il devrait intervenir après tout. Quelques instants avant le coup, les pouvoirs du protagoniste cessèrent brusquement de fonctionner. Perdu, il atterrit sur le sol et fixa le gobelin avec un regard effrayé. Il ne comprenait pas comment cela avait pu arriver et pensait que Mugen était peut-être à blâmer, mais ce dernier ne fit que rire méchamment à l'intérieur de la tête du gars sans lui donner le moindre indice. L'action d'éveil infini fut interrompue. Le protagoniste vit une alerte indiquant que la capacité serait disponible dans 120 secondes. Soudain, il entendit Mugen lui parler. Riant méchamment, le démon dit qu'on ne pouvait pas utiliser son pouvoir comme de l'eau. S'étirant paresseusement, Saseki fit remarquer avec frustration que le type sans la compétence ne durerait pas longtemps. Se couvrant la main du soleil, il traita le garçon d'idiot. Pendant ce temps, le gobelin regarda avec interrogation le héros qui avait failli le tuer. Réalisant que quelque chose était arrivé au garçon, il se mit à danser de bonne heure. Maintenant, plus rien ne pouvait l'empêcher d'achever ce morveux ennuyeux. En regardant le visage du monstre, le gars réalisa qu'il allait faire quelque chose à ce sujet.
Au même instant, un vortex sombre l'entoura. Dans les éclairs de flammes violettes, les griffes de quelqu'un apparurent. Quelques secondes plus tard, un énorme monstre se profila au-dessus du Roya sans défense. Avec un regard effrayé sur l'énorme monstre, il réalisa que le gobelin s'était transformé en une nouvelle entité. Wazway infligea immédiatement au protagoniste un coup dévastateur. Le poing de la créature s'abattit sur le visage de Roya, le faisant tomber au sol. À peine inconscient, le garçon leva la tête pour regarder la table indiquant la capacité. Il restait encore beaucoup de temps avant que l'éveil infini puisse être réactivé. Hiroya avait déjà décidé qu'il avait perdu cette bataille lorsqu'une lumière brilla de 1000 feux devant lui. Le protagoniste vit Sasaki se précipiter à son secours. Il courut à son secours aussi vite qu'il le pouvait, mais réalisa qu'il était à court de temps. Dans la seconde suivante, le puissant rayon d'énergie du monstre transperça le corps du protagoniste. Saignant, Roya tomba au sol devant les pieds du monstre. Au même instant, la capacité d'éveil infini fut réactivée. Un signe est apparu au-dessus du corps du personnage principal indiquant la compétence manquante. Voyant cela, Sasaki a finalement décidé qu'il était trop tard. Mais soudain, une brillante colonne de flammes bleues a jailli dans le ciel depuis le corps presque sans vie du jeune homme. En un instant, la blessure, un énorme trou dans son corps, a disparu. Cela a tendu Sasaki. Il n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Le gars qui semblait mort jusqu'à il y a peu a soudainement ouvert les yeux et a commencé à respirer. Se retournant, il appuya ses mains sur le sol et engloutit avidement l'air avec sa bouche. Ce qu'il a vu a plus qu'un peu surpris Number. D'une voix tremblante, il demanda à son protégé s'il allait bien. Le garçon leva la tête, surpris, et vit Sasaki devant lui. En regardant le candidat potentiel de Number, Sasaki réalisa qu'il ne s'était même pas rendu compte que son corps avait été percé. Puis il réalisa quel était le plan d'Inu. Le monstre perplexe, pendant ce temps, continuait de planer sur les gens. Malgré tous les avertissements d'Hiroya, Sasaki n'a même pas bougé au moment où le Wazway a essayé de l'attaquer. C'est alors que le protagoniste a vu un objet aux couleurs vives dans la main de son mentor qui ressemblait à une clé. Tenant la clé directement devant lui, Sasuke lança un sort. Dans la même seconde, un seau en forme de trou de serrure a été placé sur l'énorme monstre. Se retournant, Sasuke s'éloigna de l'endroit, ajoutant que si vous oubliez de fermer la porte à clé, vous briserez votre vie. Le protagoniste regarda avec crainte la créature qui semblait se figer sur place. Le Number expliqua indifféremment qu'il avait gelé la créature et qu'elle ne bougerait pas tant qu'il ne le voudrait pas. Un Hiroya surpris reçut l'ordre de son mentor de détruire la créature. S'arrêtant, Sasaki demanda soudain au garçon ce qui lui avait donné l'idée de chercher le corps principal dans le brouillard. Le personnage principal expliqua qu'il avait déjà lu tout sur les célèbres Wazway et comment les vaincre. L'exemple d'un héros du passé qui avait fait de son mieux pour détruire un monstre jusqu'alors inconnu l'avait encouragé. Hiruya ne pouvait même pas deviner que ce héros était Saseki. Le combattant légendaire se souvenait à quel point il avait été inspiré pendant ces années et à quel point il était désireux de détruire tous ces monstres. Il s'est alors fait le vœu qu'au prix de sa vie, il aiderait l'humanité et exterminerait les Wazway. Sasaki avait du mal à s'en souvenir parce qu'il avait beaucoup changé depuis. Le garçon remarqua le changement de visage de son mentor et demanda ce qui n'allait pas. Le Number sourit et dit que le garçon était trop ennuyeux. Soudain, le brouillard commença à se dissiper et le soleil était de nouveau visible dans les quartiers exigus de Yokohama. En regardant un quartier de la ville libérée, le protagoniste se souvint de l'équipe d'avance capturée qu'il avait vue récemment. Mais avant qu'il ne s'en rende compte, la rue était couverte de dizaines de portes. Des portails sont apparus en nombre stupéfiant au taux le moins stupéfiant. Number déclara tristement que tous ces portails cachaient des monstres de haut rang. Auparavant, ils ne pouvaient pas être vus à cause du brouillard, mais le pire était que les monstres n'étaient qu'à quelques secondes de venir. À peine les héros avaient-ils repris leurs esprits que des douzaines de Wazway de taille géante apparaissaient devant eux. Ils n'avaient initialement pas compté sur un si grand nombre de monstres de haute classe. De façon inattendue, Hiroya, Saseki soupira lourdement et dit qu'il en avait trop marre de tout ça. Il se prépara à utiliser sa capacité, qui semblait beaucoup plus forte cette fois-ci. Dans l'instant suivant, une puissante explosion d'aura enveloppa Saseki. Ce n'était rien de ce à quoi Hiroya s'attendait à voir. Il était baigné d'une lumière vive provenant de la libération colossale d'énergie. La capacité dont Hiruya n'avait jamais entendu parler auparavant s'appelait Sekorin Kaiku. Saseki dit à son élève qu'il le faisait juste parce qu'il était ennuyé par tout ça, alors le gars ferait mieux de regarder attentivement et de ne pas cligner des yeux. Hiruya n'avait jamais entendu parler de compétences supplémentaires. Au contraire, son mentor était une figure véritablement légendaire. Son apparence faisait trembler devant lui et son aura éblouissait par sa simple vue. Ne voulant pas attendre l'un des monstres, il attaqua directement Saseki. Voyant cela, le protagoniste décida d'avertir son mentor. Cependant, le monstre réussit à atteindre l'aura protectrice, après quoi son corps se vaporisa littéralement sous ses yeux. Pendant un instant, il ne restait aucune trace de l'énorme insecte. Une telle puissance colossale, jamais vue auparavant, effraya le gars. Il n'avait ressenti ce genre de crainte auparavant que lorsqu'il avait vu Mugen. Ce qu'il a vu a également réjoui le démon. Il était probable qu'il avait enfin trouvé un adversaire digne. Des dizaines de créatures différentes se sont jetées sur le Number au même instant.
Hiroya essaya de raisonner avec son mentor, criant qu'il y en avait trop. Mais Sasaki agita seulement son doigt une fois, et tous les monstres s'arrêtèrent. Après cela, une clé est apparue à côté de chaque seau en forme de trou de serrure. Avec un autre mouvement de son doigt, Saseki activa la capacité suivante, ce qui fit éclater tous les monstres en petits morceaux. Hiruya regarda en silence, incapable de dire un mot. Au milieu des morceaux de corps de monstres tombant du ciel, il croisa le regard de son mentor. Le protagoniste a supposé ce Number 4 n'avait jamais libéré tout le potentiel de Niomé lors de son combat avec lui hier. Si c'était le véritable pouvoir de Niomé, alors il n'avait à l'origine aucune chance de gagner. Soudain, le visage de Saseki changea radicalement et recommença à dire qu'il était fatigué. Tombant au sol, le héros commença à pleurer qu'il ne pouvait plus rien faire et demanda au gars d'appeler un hélicoptère ici. Hiroya courut avec enthousiasme vers son mentor, disant qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi cool et commença à demander quelle était cette capacité. Il essaya de demander à Number s'il pouvait la reproduire, ce à quoi il reçut la réponse qu'en aucun cas il ne serait capable de maîtriser la technique. Sasaki ajouta alors qu'il ne devrait pas sous-estimer Niomé, ce qui finit par mettre le garçon dans la stupeur. Posant une main sous sa tête, le mentor nota que ce n'était pas son plan initial de montrer cette capacité à qui que ce soit. Soudain, son calme fut à nouveau remplacé par de l'irritation, et il cria qu'une bataille aussi intense lui avait causé des douleurs musculaires, une appendicite et des hémorroïdes aggravées. Souriant, Hiroya lui rappela que son mentor n'avait presque pas bougé pendant le combat. Sasaki arrêta alors de crier et fixa pensivement le ciel. Il se souvint avoir récemment demandé à Inu si c'était vraiment une bonne idée de libérer de telles capacités. Lors de cette conversation, Saseki avait essayé de refuser de démontrer ce pouvoir. Il ne voulait pas laisser un garçon être entraîné dans cette affaire. Le chef des Number déclara alors que cette licorne voudrait sûrement être au courant. Saseki coupa brusquement son interlocuteur, disant que le gamin ne pouvait probablement pas le vouloir sans même le savoir. Inu répondit en notant que quelqu'un d'aussi paresseux que Saseki est rarement aussi persévérant. Le chef de la pièce proposa, à titre de compromis, de faire ce qu'il demandait. Et en retour, Saseki obtiendrait une semaine de devoirs excusés. Une offre aussi insignifiante, Saseki la prit avec agressivité. Sentant cela, Inu dit à son partenaire que sa fille serait sûrement heureuse si son père prenait plus de temps avec elle. Sasuke soupira lourdement en réalisant qu'il n'avait pas beaucoup le choix. Se grattant la tête, il accepta l'accord. Allongé devant son apprenti, il dit qu'il lui faudrait au moins 10 ans pour réaliser cette capacité, mais Hiroya n'était pas du tout surpris. Il cria qu'il était prêt à travailler dur pour devenir plus fort. Malgré ce qu'il disait, le protagoniste réalisa qu'il était peu probable qu'il puisse maîtriser cette compétence, car même maintenant, il se battait non pas à cause de sa propre force, mais à cause de la force du monstre. Soudain, le mentor rappela à son subordonné qu'il avait toujours la compétence. Ces mots semblaient étranges compte tenu de ce que Number avait déjà réussi à voir. Cependant, le gars le confirma. Tout au long de cette conversation, le protagoniste n'a pas vu les corbeaux inhabituels qui tournaient au-dessus d'eux. Ces créatures n'étaient pas des oiseaux ordinaires. Leur vision était contrôlée par un deuxième Number nommé Mekyo Kuruzu. Debout derrière Inu, il dit que tout se passait selon son plan. Le chef des Number, qui avait vu tout le combat du début à la fin, dit que, comme prévu, ce gamin avait la compétence. Kuruzu, à son tour, répondit que montrer ce Kirin Kaiku à un morveux était imprudent. Cette aptitude a été cachée au gouvernement et au peuple pendant des années. Sa révélation au monde pourrait perturber l'équilibre mondial des forces. Inuit s'est moqué de ce qui a été dit et a répété la vieille rengaine selon laquelle il ne devrait pas devenir Prométhée qui donne le feu à l'humanité, mais il a rappelé à son partenaire que l'homme qui avait consommé le Wazawa était de nouveau revenu. En regardant la silhouette enchaînée, Inuit a ajouté que le temps, qui s'était arrêté ce jour-là, avait recommencé à bouger. La bataille étant terminée avec succès, les héros sont retournés au siège. Allongé dans la charrette, Sasaki s'est exclamé qu'il ne voulait aller nulle part. Son élève, qu'il avait forcé à se comporter, a exhorté le professeur à arrêter de se plaindre alors que quelqu'un d'autre faisait son travail à sa place. Se disputant constamment, ils se sont dirigés vers la chambre de Seka Inouye. Soudain, la porte s'est ouverte et le numéro 13 en est sorti. Sans changer d'expression faciale, il a dépassé le protagoniste et a murmuré qu'il n'avait pas perdu. Connaissant leur situation, Seizuki a noté qu'Hiroya semblait causer beaucoup de problèmes à Kusanagi Kei, et que le garçon devait faire attention. Cependant, il voulait lui-même un match revanche avec le parvenu. Suivant l'ouverture de la porte, Inu est apparu et a dit qu'il les attendait depuis un certain temps. Il a félicité les deux gradés pour une mission bien accomplie. Debout à côté du chef de la salle se trouvait une fille inhabituelle en robe blanche et avec un nœud sur la tête. Le protagoniste stupéfait a couru vers elle et lui a crié au visage qu'elle était le numéro 8, Ojuan Kazaki. Soudain, elle a saisi le visage du garçon et a dit son nom. Puis elle s'est approchée et lui a léché la joue. Le personnage principal a immédiatement sauté de côté et a crié. Il a demandé avec embarras à la jeune fille ce qu'elle venait de faire. Elle a répondu en disant qu'il avait vraiment le goût de Wazwe. Sans le laisser poser une autre question, Kisaki a ordonné au garçon de montrer son statut.
Avec un sourire narquois, elle a jeté un coup d'œil à la carte du gamin. La fille a déclaré qu'il n'était pas étonnant que des idiots y voient une faiblesse. Elle a dit que le tiret dans la colonne des compétences n'était pas une faiblesse, et que c'était juste un désavantage. Ne comprenant rien, le protagoniste lui a demandé ce qu'elle voulait dire. Kisaki a dit avec irritation que les idiots n'engageaient vraiment pas la conversation avec les idiots. Le numéro 8 a expliqué que moins dans cette situation signifiait annuler. Ce skier permet à son détenteur de réduire à 0 la puissance de Wazowiz. Le protagoniste a de nouveau essayé de poser une autre question, mais a immédiatement reçu une gifle cinglante. Lorsque le chef des Numbers a dit qu'il devait y avoir un moyen d'activer cette compétence, comme exemple de son utilisation, cela pourrait être une situation dans laquelle le détenteur de la capacité recevrait des dommages mortels. Mais la fonction principale de cette aptitude, selon Inu, était d'aider à supprimer le démon intérieur du protagoniste. Hiroya s'est rendu compte qu'il avait le skié depuis ses 6 années et qu'il l'avait utilisé constamment. Il s'avère que si pendant tout ce temps il avait su comment utiliser cette aptitude, il aurait pu éviter toute cette humiliation. La prise de conscience de cette vérité a fait pleurer le garçon. À ce moment-là, leur conversation a été interrompue par Kisaki, qui a dit qu'elle n'aimait pas les spéculations et que le garçon devait être disséqué pour le confirmer. En entendant le dernier mot, le garçon a eu une peur bleue et a de nouveau reculé. Avant qu'il ne s'en rende compte, un pied est soudainement sorti de la bouche du numéro 8. La première jambe a été suivie de la deuxième, puis des bras. Après avoir fini d'expulser tout le corps, la jeune fille s'est essuyé la bouche et a dit que c'était magnifique. En plein milieu de la pièce gisait une réplique exacte du personnage principal. Une aptitude aussi horrible a fait crier le garçon d'épuisement. De plus, maintenant toutes les personnes présentes pouvaient le voir nu en toute sécurité. La jeune fille a été surprise que le morveux n'ait pas été informé que son aptitude était la reproduction. Elle pouvait lire les informations biologiques et créer des poupées. Elles n'étaient pas vivantes, mais leurs tissus étaient similaires à ceux de l'homme. Saseki a de nouveau fait remarquer que cette aptitude était de très mauvais goût. Kiseki a répondu en disant qu'elle se sentait nostalgique de l'autopsie de Saseki. L'homme est immédiatement tombé à genoux et a dit que c'était une torture pour lui de voir son corps ouvert. Les larmes aux yeux, il a assuré à son élève que ce n'était pas quelque chose qui valait la peine d'être regardé. Elle a dit avec délectation qu'elle était impatiente de disséquer l'homme qui avait consommé le Wazawai. Soudain, la marionnette a levé la main et a attrapé la jeune fille par la gorge. L'image de la silhouette est devenue démoniaque. La voix inhumaine a ordonné à Kazaki d'arrêter de le toucher avec autant de désinvolture. Le protagoniste, fort, a été surpris qu'un morceau de l'esprit de Mugen ait été récupéré avec son corps. Kisaki n'a pas été déconcertée, et dans l'instant suivant, elle a haché la main en morceaux. Prenant la poupée par les cheveux, elle l'a traînée dans une autre pièce, ajoutant qu'elle rendrait compte des résultats plus tard. En regardant avec quelle négligence sa copie était traînée, le garçon s'est dit qu'il aurait pu être un peu plus délicat. Inu a dit qu'il était difficile pour Kisaki de trouver du temps libre, mais il a insisté sur le fait qu'il s'agissait de l'espoir de l'humanité. Il a expliqué que les humains et les Wazawai sont des faces différentes du même processus, mais c'est Hiroya qui, en tirant le meilleur des deux races, sera en mesure de les surpasser. C'est à cause de sa foi dans le garçon qu'Inuit a ordonné à Sezeki de démontrer l'aptitude de ce Kurin Kaiku. Cependant, cette technique est secrète et uniquement disponible pour les Numbers. Néanmoins, il croyait que le garçon serait en mesure de gravir les échelons en un rien de temps. Soudain, leur conversation a été interrompue par une violente secousse. Le visage du chef des Numbers a été soudainement déformé par la panique. Il s'est senti extrêmement sous pression. S'approchant de la fenêtre, Inu l'a frappé, ajoutant qu'il espérait que ce n'était pas le monstre qui avait attaqué il y a 6 ans. Essayant d'éloigner les soupçons, Hiruya lui a rappelé que le monstre avait été détruit alors. Inu a répondu que ce n'était que la version officielle, et en fait ce Wazawai avait simplement disparu. Juste au moment où le protagoniste pensait qu'il devait dire toute la vérité, Inu l'a regardé et a dit que dès qu'il verrait la créature qui avait tué sa bien-aimée, il la détruirait immédiatement. Les yeux du garçon se sont remplis de peur. Mugen, qui avait observé cette conversation, a ri diaboliquement. Il s'est rendu compte que c'était maintenant l'occasion idéale pour Togo de changer. Mais à ce moment-là, un membre du personnel de l'association s'est soudainement précipité dans la salle et a crié qu'une porte qu'il n'avait jamais vue s'était ouverte. Le compteur sur cette porte affichait une période d'1 an extrêmement longue, ce qui ne s'était pas produit depuis 6 ans. En apprenant cette nouvelle, Inuit a tristement annoncé qu'ils avaient 1 an pour se préparer à une attaque de Wazawai de rang catastrophe. Expirant tristement, Sezeki a déclaré qu'un problème était remplacé par un autre, comme d'habitude. Inu s'est ensuite tourné vers Hiroya, disant qu'il ne semblait pas avoir le temps de célébrer. À ce moment-là, le protagoniste est devenu beaucoup plus sérieux et a promis à son idole qu'il deviendrait certainement un Yome. Une année s'est écoulée depuis que le protagoniste, avec son nouveau mentor, a sauvé Yokohama du brouillard mystérieux. Le centre-ville était inquiet. Un homme poussait ses compagnons, disant qu'ils avaient enfin battu leur siège dans le train. En cours de route, il les a réprimandés en disant qu'ils devaient sortir d'ici immédiatement ou ils ne survivraient pas à un incident comme celui d'il y a 7 ans. Soudain, les sirènes de sonorisation de la ville ont retenti.
Alors que plusieurs personnes regardaient avec crainte le haut-parleur, un portail s'est ouvert derrière elle. Dans la seconde suivante, un Wazoway en est sorti en rampant, attaquant immédiatement les piétons qui avaient perdu leur garde. Les gens se sont dispersés sur les côtés, et quelques instants plus tard, une lumière vive a éclaté dans le ciel. Puis quelque chose avec une grande vitesse a percuté le corps du monstre. La fumée s'est dissipée et tout le monde a vu un chasseur de Wazoway qui, d'un seul coup, a percé un énorme trou dans le corps du monstre. Lorsqu'on lui a demandé qui il était, le garçon a répondu qu'il ne pouvait pas être mentionné. Enfin, il a dit qu'il était heureux que tout le monde ait été sauvé. Une voix forte derrière lui a ordonné au garçon de continuer à tirer le chariot. Enragé, Hiroya a demandé à son professeur d'arrêter d'exploiter les habitants. Sezaki a ajouté qu'il ferait mieux de se dépêcher car Inuit les attendait déjà. Le protagoniste était d'accord avec son professeur et a levé les yeux vers le ciel. Cela faisait une année entière qu'il était dans les rangs dégradés. Après un certain temps, ils ont atteint le bureau d'Inu. Là, ils ont été accueillis par Shizuka, qui les a informés que le chef des Numbers n'était pas présent pour le moment. En désespoir de cause, le garçon a déclaré qu'Inu l'avait appelé à cet endroit précis. À cela, Shizuka a répondu que le numéro 1 l'attendait ailleurs. Alors qu'il descendait les escaliers, la jeune fille interrogea le garçon sur son récent voyage en Amérique pour tuer un autre Wazoway. Hiroya a dit que tout s'était bien passé et sans problème. Shizuka a également remarqué que le physique du garçon s'était beaucoup amélioré au cours de l'année écoulée. Finalement, ils descendirent dans une pièce sombre avec une lumière vive au bout du couloir. La jeune fille expliqua qu'il s'agissait du terrain d'entraînement des Numbers. C'est également là qu'ils testent la force des candidats non. Plus loin dans la pièce, Hiroya vit son idole, vers qui il courut immédiatement. Inu, à ce moment-là, examinait les caractéristiques du protagoniste. Le type avait réussi à se hisser à la 12e place sur la liste des meilleurs joueurs mondiaux. Le chef sourit et dit que la première chose à faire était de voir si les compétences du garçon correspondaient à cette place. Activant sa capacité, il se tourna vers Hiroya et lui demanda s'il devait s'entraîner. Sérieux, Inu suggéra qu'il s'entraîne jusqu'au premier coup que le protagoniste pourrait lui porter. Il a dit qu'il était temps pour lui de montrer sa force. Hiroya n'est qu'amusé par une telle suggestion. Si son idole lui permet de donner toute sa puissance, alors Inuit le reconnaîtra. Pour le protagoniste, c'était l'un des meilleurs moments de sa vie. Après avoir activé la capacité d'éveil infini, il remercia bruyamment Inu pour cette opportunité. Au même moment, le type sembla se vaporiser. Bientôt, Hiroya tenta une frappe rapide, qu'Inu esquiva facilement. Changeant de direction en vol, le type attaqua le chef des Numbers avec une attaque à deux mains. Le premier Number esquiva les coups qu'il aurait été difficile à l'œil humain de suivre avec une incroyable facilité. La vitesse que le garçon avait atteinte au cours de l'année avait agréablement surpris Inuit. Puis il décida de tester les capacités du numéro 1 potentiel à repousser les attaques. Réalisant qu'il était temps pour lui de se défendre, le protagoniste utilisa sa capacité moins. Après avoir bloqué quelques coups rapides du chef des Numbers, il passait instantanément à la contre-attaque. Avec une facilité incroyable, le protagoniste changea le spectre de son aura de l'attaque à la défense. Après un an d'entraînement et de bataille constant, il avait perfectionné cette capacité à un niveau incroyable. À chaque seconde qui passait, il se déplaçait de plus en plus rapidement et causait de plus en plus de problèmes à son adversaire. Le chef des Numbers avait du mal à suivre les changements dans les capacités de Hiroya, mais soudain, l'épée qui se trouvait dans la main droite de son adversaire depuis le début a soudainement disparu. Au même moment, il sentit l'aura de l'épée derrière son dos se multiplier. Levant les yeux, il trouva les lames se précipitant vers lui. Puis il changea brusquement le spectre de l'aura, augmentant la vitesse de ses pieds. Manœuvrant rapidement, Roya esquiva toutes les lames qui volaient sur lui d'en haut. Cependant, le gamin était tellement pris par cela qu'il n'a pas senti Inu s'approcher de lui par derrière, qui a ensuite percé le gamin avec son épée. Le chef des Numbers expliqua brièvement que le protagoniste avait laissé son hémisphère arrière non protégé. Il s'excusa immédiatement puis changea brusquement son aura, détruisant ainsi la lame. Rapide comme l'éclair, il passa d'une compétence à l'autre et porta un coup écrasant à Inuit, qui eut à peine le temps de bloquer l'attaque. Le coup fut si puissant que les adversaires volèrent vers différents côtés du terrain. Alors qu'il était encore en vol, Royo cria qu'il ne le pensait pas, mais il vit ensuite que le numéro 1 avait réussi à activer son bouclier. Cependant, Inu admit qu'il avait réussi à être touché avant même que le bouclier ne soit appliqué. En se rapprochant, il tendit la main au jeune homme et déclara que c'était un coup incroyable. Après un tel éloge de son héros préféré, Hiruya était plus qu'heureux. Le chef des Numbers nota également que le garçon avait réussi à maîtriser non seulement ses pouvoirs, mais aussi les pouvoirs des Wazoway. Hiroya expliqua que, pour une raison quelconque, le monstre à l'intérieur de lui avait cessé d'éclater, et c'était comme s'il était devenu une partie de lui. Les derniers mots du type avaient alarmé Inu. Kisaki l'avait convoqué plus tôt et lui avait dit qu'elle avait appris quelque chose d'intéressant sur ce jeune homme. En entrant dans le bureau de la jeune fille, la première chose que le chef des Numbers remarqua fut l'énorme pile de bras et de jambes du type. Kisaki rit et dit que c'étaient toutes des parties de poupées qui avaient été rendues inutilisables. Elle proposa d'emporter quelques souvenirs à son collègue, mais il refusa.
Inu lui demanda d'aller droit au but et de lui parler de sa découverte. À son grand désarroi, la jeune fille déclara indifféremment que le garçon n'était plus humain. Après une courte pause, elle déclara succinctement que ce morveux était un Wazawai. Remarquant que le professeur s'était étrangement figé, Roya demanda ce qui n'allait pas. Inu répondit que tout allait bien. Il décida qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour le moment. Se mettant un peu à l'écart, Inu dit soudain qu'il aimerait vraiment savoir à quoi ressemblait ce démon assis à l'intérieur du type. Le protagoniste se souvenait parfaitement des mots que son idole avait prononcés un an plus tôt. La situation n'avait pas changé depuis lors. Il n'était pas autorisé à bavarder que le démon qui avait tué l'amante d'Inu il y a 7 ans était assis à l'intérieur de lui. Hiroya répondit quelque chose d'inaudible. Inu l'interrompit immédiatement, lui rappelant que la porte spéciale s'ouvrait dans une semaine, et qu'il n'avait toujours pas terminé sa tâche. Hiroya s'était beaucoup rapproché de l'obtention du titre de numéro au cours de l'année écoulée, mais ne l'avait jamais atteint. Inu ordonna alors au garçon de le suivre, disant qu'il allait maintenant lui enseigner l'exigence principale pour rejoindre les numbers. Soudain, une voix étrangement familière interpella le protagoniste. Alors qu'il s'approchait, quelqu'un demanda si le morveux était candidat pour d'autres numbers. Hiruya se retourna et recula de peur. Devant lui se tenait Kusanagi-ka, qui était déjà classé 11 à ce moment-là. Ce n'était qu'un rang plus élevé que le protagoniste. Cependant, l'équilibre des pouvoirs avait beaucoup changé depuis lors. De plus, après le départ de Kazuki Taiyo de l'équipe, il ne restait qu'un seul créneau vacant parmi les numbers. Inu, qui avait organisé cette réunion, dit que les deux allaient maintenant concourir pour le créneau restant. Sans une seconde d'hésitation, les deux gars se retournèrent pour se faire face. Se regardant intensément dans les yeux, ils déclarèrent chacun qu'ils étaient les seuls dignes de devenir membres des numbers. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.